Arrête un instant et prête attention à ce que tu ressens maintenant. Si tu es fatigué, ce n'est pas à cause du travail, ce n'est pas le stress, ce n'est pas la vie, c'est parce que tu t'es trop dispersé. Tu restes disponible en permanence pour des choses qui n'ont aucun poids réel dans ta vie. Tu réponds à des messages qui ne t'intéressent pas. Tu entres dans des conversations dont tu connais déjà l'issue. Et malgré cela, tu restes comme si partir était une faute. Tu cherches la validation de personnes qui t'oublieront dès que tu cesseras de faire du bruit. On t'a convaincu qu'être présent tout le temps, connecté, disponible en permanence, était un signe d'importance. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que plus tu t'exposes sans discernement, plus tu te dilues. Et c'est la porte d'entrée de la médiocrité que tu dis vouloir éviter. En essayant d'être partout en même temps, par fragments, tu as fini par n'arriver nulle part. Surtout pas jusqu'à toi-même. Tu fonctionnes en pilote automatique avec le réservoir vide, parce que tu as donné ton énergie émotionnelle, mentale et même physique à un monde qui ne connaît même pas ton véritable nom. Tout ce qui est facilement accessible perd de la valeur. Toi aussi, le stoïcisme enseigne quelque chose que la modernité méprise, le pouvoir stratégique de disparaître. Marc Aurèle n'a pas construit sa force en étant accessible. Il l'a construite en étant sélectif, silencieux, difficile d'accès. Parce qu'il comprenait quelque chose que presque personne aujourd'hui ne supporte entendre. Toute présence n'est pas une vertu. Parfois, c'est une faiblesse déguisée en participation. Disparaître n'est pas fuir. C'est un acte de guerre contre la médiocrité qui cherche à te maintenir superficiel, occupé et distrait. C'est le moment où tu cesses de te donner à tout, où tu coupes l'excès et où tu recommences à reprendre le contrôle. Et quand cela arrive, quelque chose d'essentiel réapparaît. Tu commences, enfin, à te retrouver, sans bruit, sans interférence, sans avoir besoin de jouer un rôle. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment faire cela concrètement. 7 leçons pour transformer le silence en pouvoir et l'absence en respect. Mais reste jusqu'à la dernière, parce qu'elle ne va pas te plaire. Elle va te confronter. Elle va te montrer exactement où tu es encore en train de te gaspiller. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Maintenant écris « Je ne suis plus disponible pour tout ». Non pas comme un commentaire, mais comme une limite. Parce qu'à partir de maintenant, soit tu continues à être accessible à tout en consumant le peu d'énergie qu'il te reste, soit tu commences, enfin, à te respecter. Commençons. Numéro 1. L'esclavage du « tu peux compter sur moi ». Vous pensez qu'être serviable vous rend précieux? Arrêtez-vous une seconde et regardez cela avec honnêteté. La plupart du temps, non, cela ne vous rend pas précieux. En réalité, vous êtes en train de devenir invisible pour les mauvaises raisons. Quand vous répondez à tous les messages instantanément, quand vous vous rendez disponible pour le drame des autres, quand vous acceptez toutes les invitations par peur d'être laissé de côté, vous n'êtes pas admiré, vous êtes consommé. Et le pire, c'est que c'est vous-même qui apprenez aux gens à vous traiter ainsi. Vous envoyez un message silencieux, mais extrêmement clair, au monde. Mon temps n'a aucune valeur. La disponibilité constante, c'est la mort du respect. Ce qui est abondant perd du poids. Ce qui est rare gagne de la valeur. Ce n'est pas une opinion, c'est un schéma humain. Pensez à quelque chose de simple. L'eau au milieu de l'océan n'a pas de valeur. Mais dans le désert, c'est elle qui décide qui vit et qui meurt. Votre attention fonctionne exactement de la même manière. À force d'être toujours présent, vous êtes devenu le bruit de fond dans la vie des autres. Utile, accessible, pratique, mais facilement ignoré. Vous gaspillez votre énergie vitale, comme quelqu'un qui passe la journée entière à alimenter le feu des autres, pendant que sa propre flamme s'éteint, sans même s'en rendre compte. Sénèque l'avait déjà averti il y a des siècles. Personne ne permet qu'on envahisse ses terres, mais tout le monde permet qu'on envahisse sa vie. Les stoïciens comprenaient quelque chose que, aujourd'hui, presque personne n'applique. Votre attention n'est pas un détail, c'est votre ressource la plus précieuse. La donner à n'importe qui, à n'importe quel moment, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'abandon de soi. Marc Aurèle, même en étant l'homme le plus puissant de Rome, se retirait dans sa tente au milieu des guerres. Pas pour se reposer, mais pour se protéger de l'excès de bruit. Il comprenait quelque chose que beaucoup ignorent encore. Celui qui ne contrôle pas son propre accès perd le contrôle de lui-même. Retenez bien cela. Un leader qui ne supporte pas sa propre solitude finit par devenir esclave de la présence des autres. La disponibilité n'est pas une vertu. Quand elle n'est pas contrôlée, elle devient une chaîne invisible. Éliminez l'habitude d'être nécessaire en permanence. Tout n'a pas besoin de vous. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Disparaître n'est pas un acte de rejet. C'est un acte de préservation. Quand vous vous éloignez du bruit, le bruit perd son pouvoir sur vous. C'est comme sortir d'une pièce bruyante. Le silence n'apparaît pas parce que le monde a changé, il apparaît parce que vous êtes sorti. Commencez doucement, laissez votre téléphone dans une autre pièce, résistez à l'impulsion automatique de répondre, de liker tout de suite. Ne donnez pas d'explication pour chaque absence. Celui qui vous respecte vraiment n'a pas besoin de justification constante. Permettez aux gens de ressentir votre manque, l'absence contrôlée. C'est ce qui redonne du poids à votre présence. La rareté de votre attention, c'est ce qui donne de la valeur à vos paroles. Celui qui est toujours disponible parle beaucoup.
mais cesse d'être écouté. Disparaître fonctionne comme un filtre naturel. Ceux qui ne faisaient que vous utiliser par commodité vont partir. Et ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Ceux qui restent apprennent à respecter votre espace. À partir de maintenant, votre entraînement commence pendant les 2 prochaines heures. Après cette vidéo, vous allez rester complètement inaccessible, sans réseau, sans message, sans distraction. Ressentez l'anxiété de ne pas être vu. Observez l'impulsion de prendre votre téléphone, de vérifier, d'exister pour les autres, et ne cédez pas. Cet inconfort que vous ressentez n'est pas du vide, c'est une dépendance qui se brise. Ce silence n'est pas une absence, c'est une construction. Chaque minute pendant laquelle vous maintenez cet espace, c'est une brique dans la construction de votre contrôle. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de disparaître du monde, il s'agit d'arrêter d'être disponible pour tout, pour enfin être présent à ce qui compte. À partir de maintenant, vous n'êtes plus une porte ouverte, vous êtes un accès contrôlé, et cela change tout. Numéro 2. La retraite stoïcienne. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit au sujet du fait de disparaître. Disparaître n'est pas un endroit où vous allez, c'est un état que vous construisez à l'intérieur de vous. Et si vous ne savez pas comment le construire, vous pouvez être dans le coin le plus tranquille du monde, et malgré cela, ne pas trouver la paix. Disparaître n'est pas une question de géographie, c'est une question de maîtrise intérieure. Vous vivez en attendant les vacances, le week-end, ce moment de paix qui n'arrive jamais. Vous croyez qu'il vous faut un endroit au milieu de la nature, une plage, une cabane isolée, mais ce n'est qu'un autre piège déguisé en solution. Parce que, si vous n'arrivez pas à trouver le silence en vous, même l'endroit le plus reculé du monde vous paraîtra bruyant. Vous n'allez pas vers la paix, vous fuyez simplement vous-même. Vous pouvez même emmener d'autres personnes avec vous, mais vous emmenez aussi votre pire ennemi, vos propres pensées désordonnées. Chercher la paix à l'extérieur, c'est comme essayer de remplir une carafe fêlée. Plus vous essayez de la remplir, plus vite elle se vide. Peu importe jusqu'où vous allez, l'anxiété continuera de goûter, parce que le problème n'est pas l'endroit où vous êtes, c'est qui vous êtes pendant que vous y êtes. Combien de personnes partent en voyage pour se reposer et reviennent encore plus fatiguées? Ce n'est pas le lieu qui a échoué, c'est l'esprit qui ne s'est jamais arrêté. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations dans un spa de luxe. Il les a écrites sur les rives du Danube, entouré de soldats, de boue, de maladies et du poids d'un empire en crise. Et c'est là qu'il a développé le concept qui peut aujourd'hui devenir votre arme la plus puissante, la citadelle intérieure. Nulle part l'homme ne trouve de refuge plus paisible que dans sa propre âme. Pour lui, disparaître n'a pas été un voyage physique. Cela a été une retraite spirituelle au milieu du chaos. Au milieu des cris de la bataille, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas réduit le monde au silence. Il a réduit au silence sa réaction au monde. Il a fermé les yeux et il est entré dans un sanctuaire où personne ne pouvait le toucher. Il n'avait pas besoin que le monde soit silencieux, il a simplement cessé de réagir au bruit. Disparaître dans la méthode stoïcienne ne signifie pas fuir dans la forêt. Cela signifie apprendre à être un observateur inébranlable au milieu de la tempête. C'est comme être dans un aquarium silencieux pendant que l'océan, à l'extérieur, est en furie. Vous pouvez être dans un bureau bruyant, dans un transport bondé, lors d'un dîner de famille difficile, et malgré cela, maintenir votre esprit dans un silence absolu. Votre bouclier n'est pas un mur de briques. Votre bouclier, c'est la manière dont vous interprétez ce qui se passe. Indifférence sélective, vous savez que tout ne mérite pas votre attention, que tout ne mérite pas votre énergie. Quand le monde extérieur devient insupportable, faites un pas en arrière, intérieurement, et tournez-vous vers l'intérieur. Cet espace est à vous, et à personne d'autre. C'est là que vous vous reconstruisez, là où vous observez vos peurs comme un scientifique, sans vous laisser dominer par elles. C'est l'endroit où le bruit du monde perd son pouvoir sur votre état intérieur. Celui qui gouverne son propre esprit ne peut pas être gouverné par les circonstances. Si vous maîtrisez votre retrait intérieur, vous ne serez plus jamais victime de l'environnement. Votre entraînement d'aujourd'hui est une question de précision. Au moment le plus bruyant de la journée, fermez les yeux, n'essayez pas de lutter contre le son, observez-le simplement. Ne demandez pas le silence au monde, créez le silence en vous. Imaginez que vous entrez dans une pièce de pierre, là-dedans. Les cris du monde se transforment en échos lointains, puis en murmures, puis disparaissent. Visualisez cela comme si vous fermiez une porte épaisse entre vous et le chaos. C'est votre refuge. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour y entrer. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un arrête de parler. Vous n'avez pas besoin d'un lieu spécial. Vous avez seulement besoin de décider d'y entrer. De la même manière que vous pouvez ignorer le bruit d'un ventilateur après quelques minutes, vous pouvez aussi entraîner votre esprit à ignorer le bruit émotionnel du monde. C'est cela, le pouvoir de disparaître sans bouger d'un centimètre. Retenez bien cela. La vraie paix ne se trouve pas dans le silence du monde, mais dans le silence que vous créez malgré lui. Numéro 3. L'effet de rareté. Il y a quelque chose que le silence fait au monde, que presque personne ne vous enseigne. Personne ne vous l'explique clairement. Le silence ne vous protège pas seulement, il vous repositionne.
Il change la manière dont les autres vous perçoivent, sans que vous ayez besoin d'élever la voix, ni de prouver quoi que ce soit. Et ce changement commence par une loi que le monde moderne a oubliée, l'effet de rareté. Ce qui est bon marché se trouve partout, ce qui est commun est ignoré, et ce qui est toujours disponible cesse d'être désiré. À force d'être toujours présent, de commenter toutes les publications, d'assister à tous les événements, de répondre à tout, à toute heure, pour n'importe qui, vous êtes devenu une ressource inépuisable et par conséquent une ressource sans poids, sans tension, sans valeur perçue. Les gens ne ressentent pas votre absence parce que vous n'êtes jamais vraiment parti. C'est comme une musique qui joue en permanence. Au début, elle attire l'attention, ensuite elle devient un bruit de fond. Ils ne respectent pas votre temps parce que vous le distribuez comme s'il était infini, comme quelqu'un qui donne de l'eau en abondance dans le désert, jusqu'à ce que plus personne ne voit la valeur de chaque goutte. Vous souffrez d'une inflation de présence. Plus vous mettez d'unité de votre attention dans le monde, moins chacune d'elles vaut, de la même manière qu'une monnaie perd de la valeur quand on l'imprime en excès. Le désespoir d'être vu est le signe le plus clair d'une âme qui ne s'appartient pas à elle-même. C'est quelqu'un qui s'offre avant même d'être recherché, qui parle avant même d'être entendu, qui se montre avant d'être nécessaire. Les grands maîtres de la philosophie antique ne se mélangeaient pas aux foules pour être validés. Ils se retiraient pour devenir rares, et ce qui est rare finit naturellement par être recherché. Il y a une énorme différence entre présence et valeur. Épictète enseignait que le sage ne recherche pas les applaudissements, il recherche la vérité. Et celui qui cherche la vérité n'a pas besoin de s'exposer en permanence pour être reconnu. Marc Aurèle ne cherchait pas à être le centre de l'attention, il cherchait à être le centre de son propre jugement, et c'est l'une des plus grandes formes de pouvoir que quelqu'un puisse développer. Et tous deux comprenaient quelque chose qu'aujourd'hui, presque personne n'applique. La familiarité excessive engendre le mépris. Quand vous cessez d'être un objet disponible pour le divertissement des autres, vous récupérez votre statut d'individu souverain. Vous cessez d'être quelqu'un qui remplit le temps des autres, et vous devenez quelqu'un qui choisit où investir son propre temps. Votre absence parle plus fort que n'importe quel discours, parce qu'elle porte un message silencieux et non négociable. J'ai quelque chose de plus important à construire que de mendier de l'attention. Éliminez le besoin d'être dans toutes les conversations. Toute invitation n'est pas une opportunité. Beaucoup ne sont que des distractions déguisées en liens. Le pouvoir de disparaître réside dans quelque chose que peu de gens comprennent. Il crée un vide. Et l'être humain cherche toujours à remplir ce qui lui manque. Quand vous arrêtez de publier, quand vous arrêtez de donner votre avis sur tout, quand vous arrêtez de participer à ce qui ne vous élève pas, le monde ne vous oublie pas. Il commence à remarquer votre absence avec plus de force qu'il ne remarquait auparavant votre présence constante. Vous ne disparaissez pas pour punir les autres. Vous disparaissez pour vous repositionner à l'intérieur de votre propre vie. C'est dans l'ombre que le vrai respect est forgé. De la même manière que l'acier ne gagne de la résistance qu'en passant par le feu invisible du processus et non par les applaudissements du public. Laissez-les se demander ce que vous êtes en train de faire. Laissez-les douter, laissez-les spéculer. Parce que pendant que le monde essaie de comprendre votre silence, vous êtes occupé à construire quelque chose qui parle pour vous. Pendant qu'il parle de vous, vous êtes en train de construire quelque chose qui n'a pas besoin de leur approbation pour exister. La rareté n'est pas une technique de manipulation. C'est un effet secondaire naturel de quelqu'un qui a un but. C'est le résultat d'une vie qui ne permet pas de gaspiller son énergie dans des trivialités. Votre entraînement d'aujourd'hui porte sur le caractère. Vous allez dire non à la prochaine invitation, à la prochaine demande, à la prochaine interruption qui ne soit pas alignée avec ce qui compte vraiment. Sans longues explications, sans excuses, sans culpabilité, parce que celui qui a besoin de tout justifier n'a pas encore pris le contrôle de sa propre vie. Ce n'est pas une décision légère. Ressentez le poids de ce non, parce que c'est exactement ce poids-là qui construit votre liberté. La liberté de ne pas être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. La liberté de ne pas réagir, mais de choisir. La liberté de ne pas vous disperser, mais de vous concentrer. Vous n'avez rien perdu, vous êtes seulement en train de récupérer votre valeur. Numéro 4. Éliminez la pollution mentale. Vous avez récupéré votre valeur grâce à la rareté. Quand vous devenez moins disponible, vous devenez plus respecté, plus rare, plus difficile à ignorer, et le monde commence petit à petit à remarquer votre absence. Mais il existe un ennemi qui n'attend pas d'être invité, qui entre sans permission, qui attaque sans prévenir, et qui est déjà installé dans votre routine depuis si longtemps que vous avez cessé de le remarquer. Il ne frappe pas à la porte. Il vit déjà avec vous, colonisant votre esprit depuis votre poche. Vous transportez un champ de bataille dans votre poche, et le plus dangereux, c'est que vous croyez être aux commandes, alors qu'en réalité, vous êtes en train d'être dirigé. Chaque notification, c'est comme quelqu'un qui vous appelle par votre nom au milieu d'une décision importante, brisant votre ligne de pensée, détournant votre attention, fragmentant votre clarté. Chaque défilement infini est une blessure par laquelle votre concentration se vide. Vous n'êtes pas informé, vous êtes saturé, surchargé, distrait au point de ne plus réussir à soutenir une pensée jusqu'au bout. Vous avez permis à des algorithmes conçus pour l'addiction de décider de ce que vous pensez et de la manière dont vous pensez.
Arrêtez-vous une seconde et observez votre propre routine. Combien de fois prenez-vous votre téléphone sans raison claire? Combien de fois ouvrez-vous une application sans même vous souvenir pourquoi? Ce n'est pas un choix, c'est un conditionnement. Le bruit numérique n'est pas seulement une distraction, c'est un parasite qui se nourrit de votre silence. Vous êtes tellement connecté au monde que vous vous êtes déconnecté de vous-même. Vous avez perdu le contact avec la seule voix qui compte, la vôtre. Vous vivez dans un état d'alerte permanent, en réagissant à des tragédies que vous ne pouvez pas résoudre, à des opinions que vous n'avez pas demandées, à des vies qui ne sont pas les vôtres, pendant que votre propre vie est repoussée vers le fond, comme un projet toujours reporté, toujours laissé pour plus tard. Si Marc Aurèle était vivant aujourd'hui, il appellerait votre téléphone une chaîne en or, non pas parce qu'il ne voit pas la valeur de l'outil, mais parce qu'il comprend le danger de devenir dépendant de lui. Il a écrit quelque chose qui est, aujourd'hui, plus urgent que jamais. Peu de choses, si elles sont éliminées, apporteront la paix de l'esprit. Et presque toutes ces choses, aujourd'hui, tiennent dans un écran. Les stoïciens pratiquaient un régime mental. Saviez-vous que l'esprit prend la couleur de vos pensées habituelles? Si vous nourrissez votre esprit de commérage, de comparaison, d'urgence artificielle et de stimulation constante, vous ne construisez pas de la clarté, vous construisez de la confusion. Un cerveau rempli de déchets numériques rend votre jugement inutile. C'est comme essayer de voir à travers une vitre sale. Plus vous regardez, moins vous voyez clairement. La personne sage protège ses sens, non parce qu'elle serait un ermite, mais parce qu'elle comprend que son attention est une ressource sacrée. Disparaître du bruit numérique ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie arrêter de tout consommer et commencer à choisir avec précision ce qui mérite d'entrer. Il s'agit de sélectionner quelle partie de la réalité mérite d'avoir accès à votre forteresse intérieure. Éliminez dès aujourd'hui l'illusion de l'urgence. Tout ce qui sonne n'a pas besoin de vous, tout ce qui apparaît n'exige pas votre attention. Et presque rien n'est aussi urgent que cela en a l'air. Le monde ne va pas s'arrêter simplement parce que vous avez cessé de regarder un écran. Le vrai pouvoir, c'est réussir à ne pas répondre immédiatement. C'est réussir à penser avant de réagir. C'est réussir à rester entier pendant que le reste du monde se fragmente. Ce qui disparaît à l'ère numérique, c'est l'inaccessibilité sélective. Aujourd'hui, tout le monde est disponible en permanence. Et c'est précisément pour cela que tout le monde a perdu de la valeur. Configurez votre environnement pour que le monde ait besoin de vous demander la permission de vous parler, et non l'inverse. Mettez les notifications en sourdine. Nettoyez vos réseaux sociaux des voix médiocres. Si quelqu'un ou quelque chose n'apporte pas de clarté, cela vous vole votre attention. C'est aussi simple que cela. Arrêtez d'être un dépôt d'informations inutiles. Le silence numérique est le nouveau luxe. Quand vous réduisez le bruit au silence, la clarté revient. Au début, ce silence dérange, parce qu'on vous a entraîné à le fuir, mais c'est précisément là que tout commence à se réorganiser. C'est dans ce vide qui vous effraie tant que naissent les grandes idées, que le caractère se forge, que vous entendez enfin ce que vous ignorez depuis des mois, votre propre voix. C'est comme entrer dans une pièce qui a toujours été pleine de monde. Quand tout le monde s'en va, vous vous rendez compte que l'espace a toujours été à vous. Vous ne pouvez pas entendre votre propre sagesse si le volume du monde est au maximum. Votre entraînement d'aujourd'hui est pure discipline. Vous allez désinstaller cette application qui vous vole votre temps, celle que vous ouvrez automatiquement, même sans envie. Ou vous allez mettre votre téléphone en mode avion pendant les dernières heures de votre journée. Sans exception, sans négociation, sans juste pour cette fois. Restez dans le silence. Voyez ce qu'il reste de vous quand le bruit disparaît, et ce qu'il reste, c'est la seule chose réelle que vous possédez. Numéro 5. Forgez le caractère dans l'ombre. Bienvenue dans la réalité. Vous avez coupé le bruit numérique, le silence vous appartient, et maintenant commence la partie décisive, l'entraînement. L'endroit où il se passe quelque chose qu'aucun public ne peut voir et qu'aucun applaudissement ne peut remplacer, la forge silencieuse de votre vrai moi. La plupart des gens ne sont vertueux que lorsqu'une caméra est allumée, quand quelqu'un regarde, quand il y a un témoin. Ils vivent dans une performance continue, en ajustant chaque geste pour recevoir de la validation. Mais cela, ce n'est pas du caractère, c'est du théâtre. Si vous ne faites le bon choix que lorsque vous êtes vu, vous n'êtes pas libre, vous êtes conditionné. C'est comme s'occuper uniquement de la façade d'une maison pendant que l'intérieur pourrit. Vous négligez votre jardin intérieur parce que vous êtes trop occupé à peindre ce que les autres voient. Mais quand la tempête arrive, ce n'est pas la peinture qui soutient la maison, c'est sa structure. Marc Aurèle a compris cela avec une clarté inconfortable. Dans ses méditations, il s'est posé une question simple, mais brutale. Qu'importe si personne ne le sait. Cette question détruit le besoin d'avoir un public, parce qu'elle vous oblige à regarder la vérité en face. Vous restez celui que vous êtes, même quand personne ne regarde. Pour lui, l'entraînement le plus important avait lieu dans le noir, dans l'ombre, là où il n'y avait pas d'applaudissements, là où il n'y avait aucune approbation, là où il ne restait que lui et la qualité de ses choix. Les stoïciens soutenaient une certitude inébranlable. La vertu est sa propre récompense. Les grands noms de l'histoire ne sont pas devenus grands grâce à des discours ou à l'exposition.
Ils ont été façonnés par des heures invisibles de discipline, d'études et de sacrifices que personne n'a vues. Disparaître est le filtre suprême. C'est le moment où vous cessez d'agir pour le statut et où vous commencez à agir par principe. Au début, vous le faites parce qu'on veut vous voir. Ensuite, vous le faites parce que vous ne pouvez plus être autrement. C'est dans l'ombre que vous découvrez qui vous êtes vraiment, quand le public disparaît et qu'il n'y a plus personne à impressionner. Alors, il ne reste que la vérité. Éliminez ce besoin dès aujourd'hui. Arrêtez d'annoncer vos progrès et commencez à les construire. Le vrai pouvoir de disparaître se trouve dans le travail silencieux. Pendant que d'autres annoncent leurs objectifs, vous exécutez. Pendant qu'ils montrent leur routine, vous construisez un esprit et un corps qui n'ont pas besoin de validation. Pensez à quelqu'un qui dit qu'il va commencer à maigrir, qui publie, qui parle, qui promet, puis abandonne quelques jours après. Maintenant, pensez à celui qui ne dit rien mais qui réapparaît quelques mois plus tard, physiquement méconnaissable. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le silence. Utilisez votre temps d'invisibilité avec précision. Étudiez ce que la majorité ignore, affrontez ce que la majorité évite, renforcez ce que la majorité abandonne. Permettez-vous d'échouer loin des regards, pour grandir loin du jugement, parce que là, personne ne vous voit tomber, mais personne non plus ne vous empêche de vous relever. N'essayez pas de convaincre le monde que vous êtes en train de vous améliorer. C'est un gaspillage d'énergie, laissez les résultats parler quand vous déciderez de réapparaître. La confiance qui naît de ce processus est différente. Elle ne dépend pas des compliments, elle ne dépend pas de la validation, elle ne dépend pas des circonstances. Elle vient du fait de savoir, avec une certitude absolue, que vous êtes capable de rester ferme, même sans témoin. C'est cela le vrai pouvoir. Votre entraînement d'aujourd'hui porte sur l'intégrité pure. Faites quelque chose de difficile, quelque chose qui vous renforce, quelque chose qui a un coût réel. Et il y a une règle, il est interdit de le raconter à quelqu'un. Ni photo, ni message, ni commentaire, gardez cela comme un secret précieux. C'est ainsi que la force grandit, en silence, sans distraction, sans applaudissements. Laissez ce silence se transformer en acier à l'intérieur de vous, comme une lame qui est forgée loin des regards, sous la chaleur et la pression, jusqu'à devenir incassable. Parce qu'au fond, vous êtes l'architecte d'un temple que personne ne voit, et ce temple-là, contrairement à n'importe quelle façade, est le seul qui ne puisse pas être détruit. Numéro 6. Le courage de partir. Tu forges ton caractère dans l'ombre, personne ne voit ce que tu es en train de construire. Personne n'applaudit l'effort silencieux. Mais il existe quelque chose capable de détruire tout cela sans faire de bruit, sans prévenir, sans confrontation directe. Ce n'est pas la critique, ce n'est pas l'échec, ce n'est même pas ta propre faiblesse. C'est le mauvais environnement, ce sont les mauvaises personnes, c'est la fréquentation que vous avez normalisée sans vous en rendre compte. Parce que peu importe ce que tu construis en silence, si tu reviens chaque jour dans un endroit qui te tire vers le bas, tu sabotes ton propre progrès. Tu penses qu'interagir avec tout le monde, c'est être sociable. Souvent, c'est simplement une façon de disparaître dans les autres, de diluer qui tu es jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de solide. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans un état constant de plainte, de comparaison, d'envie déguisée en opinion. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas explicite, c'est silencieux. Et justement pour cela, c'est dangereux. Les vices sont contagieux, bien plus que tu ne l'imagines. Si tu passes assez de temps dans une pièce pleine de fumée, tu en ressors imprégné par l'odeur, même sans avoir fumé. Maintenant, comprends cela avec une clarté brutale. La même chose arrive à ton esprit. Si tu passes assez de temps dans des environnements négatifs, tu commences à penser comme eux, à agir comme eux, à justifier comme eux, sans t'en rendre compte, sans décider, sans résister. Quand tu essaies de t'intégrer dans des cercles médiocres, tu adoptes leurs peurs, leurs excuses, leur vision limitée de la vie. Tu ne choisis pas cela consciemment, mais tu en paies le prix tous les jours. Ton désir d'appartenir est en train de tuer ta capacité à te démarquer. Sénèque a été implacable sur ce point. Rien n'est plus nuisible au caractère que la fréquentation constante de ceux qui n'ont pas de direction. Il avertissait que passer trop de temps comme spectateur, comme partie du public est dangereux parce que tu commences à t'habituer au niveau bas sans t'en rendre compte. La foule t'anesthésie. Elle transforme le médiocre en normal, le faible en acceptable, le superficiel en suffisant. Et le pire, elle te convainc que vouloir plus est un excès. Pense à un exemple simple. Tu commences un projet avec énergie, discipline, clarté. Mais tout le monde autour de toi se plaint, procrastine, doute. En quelques jours, ton intensité commence à sembler trop. En quelques semaines, tu es déjà en train de t'adapter à leur rythme. Non pas parce que tu as changé d'objectif, mais parce que tu as été absorbé par l'environnement. Le sage choisit ses compagnons avec la précision d'un chirurgien. Il ne choisit pas par affinité du moment, il choisit par direction de vie. Disparaître de la foule n'est pas de l'arrogance. C'est une stratégie, c'est une protection, c'est de la maturité. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes difficiles, ingrates, égoïstes. Et malgré cela, il ne cherchait pas à les changer. Il refusait simplement d'être façonné par elles.
C'est là la différence. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Mais tu dois empêcher que le monde te change. Élimine aujourd'hui le besoin d'être accepté par des personnes que tu ne respectes pas. Arrête de participer à des réunions qui drainent ton énergie. Arrête d'entretenir des conversations qui n'apportent rien. Arrête de valider des comportements que tu méprises, juste pour éviter de paraître désagréable. Chaque fois que tu te tais face à ce qui te diminue, tu négocies un morceau de ton identité. La solitude n'est pas un vide, c'est un filtre, c'est le laboratoire où ton caractère est testé sans interférence, où tu découvres qui tu es sans la pression de plaire à qui que ce soit. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu n'es pas libre, tu es conditionné. Apprends à marcher seul parce que c'est dans le silence que tu te reconstruis. Il existe une différence brutale entre être seul et être mal accompagné, et la plupart des gens choisissent d'être mal accompagnés par peur de se confronter à eux-mêmes. Ton entraînement aujourd'hui est celui de l'observation, de l'analyse chirurgicale. Analyse les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, non pas celles que tu préfères, mais celles qui occupent ton temps, ton attention, ton énergie. Elles t'élèvent ou elles te limitent. Elles élargissent ta vision ou elles renforcent tes excuses. Après avoir été avec elles, tu te sens plus fort ou plus lourd. Cette réponse définit la direction de ta vie plus que n'importe quel plan. Si la réponse te dérange, tu sais déjà quoi faire. Retire ton énergie, sans annonce, sans confrontation, sans grandes explications. Et surtout, sans culpabilité. Parce que grandir exige des coupures silencieuses. Éloigne-toi simplement. Protège ton sanctuaire intérieur, parce que tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit, soit renforce ce que tu construis, soit le corrode peu à peu. Et presque toujours, la destruction ne se produit pas lors de grands moments. Elle se produit dans de petites concessions quotidiennes. Dans la prochaine leçon, le véritable test commence. Tu vas apprendre comment revenir au même scénario, mais pas avec le même esprit. Numéro 7. La reconquête intérieure. Beaucoup disparaissent parce qu'ils ne parviennent pas à supporter le poids de leur propre réalité quand elle frappe à nouveau à la porte, comme quelqu'un qui ferme les yeux au milieu d'une tempête en pensant que le vent va s'arrêter tout seul. Ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite. Mais quand tu as le contrôle de toi-même, tu comprends que tu ne t'es pas caché. Tu t'es préparé, tu as forgé une armure que la réalité ne peut plus percer, non pas parce que le monde est devenu plus léger, mais parce que tu es devenu plus solide. C'est cela, la maîtrise. Tu as embrassé le silence, protégé ta citadelle, travaillé dans l'ombre comme un artisan qui aiguise sa lame chaque jour, même sans public, sachant qu'un jour, elle sera mise à l'épreuve. Et maintenant, le monde que tu as laissé derrière toi est toujours le même, chaotique, bruyant, superficiel, les mêmes distractions, les mêmes provocations, les mêmes pièges déguisés en urgence. Mais toi, tu n'es plus le même. Le véritable test de ta disparition ne se passe pas dans la solitude. Il se passe maintenant, dans la confrontation, au moment où quelqu'un te met sous pression, te critique, te provoque, et que tu choisis de ne plus réagir comme avant. Si tu retombes dans les mêmes vices en cherchant la même approbation, en réagissant aux mêmes provocations, alors tu t'es simplement caché, comme quelqu'un qui quitte le champ de bataille, mais revient avec la même armure brisée. Mais si tu reviens avec un regard que personne ne peut déstabiliser, avec une présence qui ne demande pas de validation, avec un calme qui ne se négocie pas, alors vous n'êtes pas revenu, vous renaissez. Marc Aurèle le savait. Pour lui, le retrait n'était pas une fuite, c'était une préparation. C'était comme tirer la corde avant de lancer la flèche. Au lever du jour, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai des personnes indiscrètes, ingrates, arrogantes, et malgré cela, je ne serai pas comme elles. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de vivre isolé sur une montagne, elle t'entraîne à descendre dans l'arène en portant la montagne en toi. Le véritable stoïcien ne retourne pas dans le monde pour s'adapter au chaos, il y retourne pour ne pas être dominé par lui. Comme un général qui revient d'une préparation silencieuse, ton retour doit être marqué par l'exécution. Moins de paroles, plus d'action. Moins de réaction, plus de direction. Tu as cessé d'être une feuille portée par le vent et tu es devenu le rocher contre lequel les vagues se brisent. Ton pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans la fermeté invisible de ta présence, dans la manière dont tu entres dans un environnement sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Maintenant, tu comprends quelque chose que personne ne peut t'enseigner. Le monde va tenter de te tirer en arrière. Une critique, un commentaire, un rejet, un regard de travers, de petites amorces émotionnelles, comme des hameçons lancés vers ton ancien comportement. Mais maintenant, tes mains ne s'y accrochent plus. Avant, n'importe quelle provocation t'entraînait. Aujourd'hui, tu observes et tu choisis. Et ce choix change tout. Ton silence devient respect. Ton absence a créé de l'autorité. Parce que celui qui n'est pas toujours disponible cesse d'être ordinaire. Ta discipline apparaît maintenant comme une confiance qui n'a pas besoin d'être annoncée. Tu ne cherches plus à être vu. Et justement pour cela, tu deviens impossible à ignorer. Tu as appris quelque chose de rare. Être dans le monde sans être contrôlé par lui. Ton bouclier est le silence. Ton épée est ta volonté. Ton guide est la raison. Et cela change la façon dont tu travailles, dont tu parles, dont tu décides.
Tu ne réponds plus par impulsion, tu réponds avec conscience. Tu ne cours plus après, tu choisis quand agir. Tu as disparu en tant qu'esclave des circonstances et tu es revenu en souverain de ton propre destin. Ne parle pas de ton changement. Vis-le, parce que la transformation réelle ne fait pas de bruit, elle s'impose avec le temps. Ne demande pas le respect, deviens quelqu'un qu'on ne peut pas manquer de respect. Tu es arrivé jusqu'ici et tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé. Et ce n'est pas une phrase motivante, c'est un constat. Tu as traversé les 7 leçons du pouvoir de disparaître. Tu as reconnu le piège de la disponibilité. Tu as compris qu'être toujours accessible te rendait prévisible. Et la prévisibilité affaiblit toute présence. Tu as fermé la porte que toi-même tu laissais ouverte. Tu as construit ta forteresse intérieure et appris à reculer sans fuir. Tu as récupéré ta valeur par la rareté. Tu as cessé d'être quelqu'un toujours prêt pour tout. Et tu es devenu quelqu'un qui choisit où mettre son énergie. Tu as éliminé le bruit numérique. Et tu as compris à quel point ton esprit était occupé par ce qui n'avait pas d'importance. Et pour la première fois depuis longtemps, tu as entendu ta propre voix. Tu as forgé ton caractère dans l'ombre, là où personne n'applaudissait, comme quelqu'un qui s'entraîne seul pendant que le reste du monde se distrait. Tu as solidifié ton environnement, tu as éloigné ce qui te vidait, et tu as compris que l'environnement n'est pas un détail, c'est un destin. Et maintenant tu reviens, non pas comme la même personne qui est partie, mais comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. 7 leçons, un pouvoir, le pouvoir de disparaître pour se retrouver. Mais comprends ceci avant de partir d'ici. Tout ce que tu as appris aujourd'hui ne vaut absolument rien si, dans les prochaines minutes, tu continues à être disponible pour tout et pour tous. Le changement ne se produit pas quand tu comprends. Il se produit quand tu coupes. Coupe l'excès, coupe le bruit, coupe le besoin d'approbation. Le stoïcisme pratique ne se consomme pas, il se vit. Alors écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je disparais pour me conquérir. Si cette vidéo a du sens pour toi, prends une action concrète aujourd'hui. Mets un like, abonne-toi et partage avec quelqu'un que tu admires. Le monde continuera à être chaotique, bruyant, superficiel, mais toi non. Plus tu t'exposes sans conscience, plus tu te perds. Plus tu te retires avec intention, plus tu te retrouves. Alors disparais, mais disparais avec un but. Et quand tu reviendras, reviens méconnaissable. À un moment donné, tu as appris qu'il fallait être fort tout le temps. Avancer, tenir bon, ne pas te plaindre, ne pas montrer de faiblesse. Mais cette force a un prix élevé. Elle exige le silence, une tension constante et un esprit toujours en alerte, comme si se détendre était dangereux. Les stoïciens ont vu cela avec clarté. La résilience n'est pas supporter davantage. C'est souffrir moins à l'intérieur pendant que tu fais ce qui doit être fait. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal, ni d'endurcir le cœur. Il s'agit d'apprendre à penser avec clarté quand la pression arrive, de ne pas livrer ta paix à chaque situation hors de ton contrôle, d'agir avec conscience là où il existe encore un choix. C'est pour cela que le stoïcisme n'a jamais été seulement une philosophie à lire. C'est un entraînement quotidien de l'esprit, une manière concrète d'organiser les pensées, les émotions et les décisions pour traverser la vie avec plus d'équilibre. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 10 méditations stoïciennes, simples et directes, que tu peux appliquer dans ta journée pour renforcer ta résilience, approfondir ta sagesse et traverser ce qui viendra avec plus de solidité et moins d'usure intérieure. Maintenant, arrête-toi un instant, respire, ramène ton attention au présent. Et commençons avec la première méditation. Numéro 1. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin que tout fonctionne comme tu l'espérais. Ce dont tu as besoin, c'est de rester solide quand quelque chose échoue, parce que ça va échouer, pas comme une punition, pas comme un signe d'incapacité, mais parce que c'est la nature réelle de la vie. Il existe une attente que beaucoup de gens portent depuis très tôt, celle que, s'ils font tout correctement, la vie devrait suivre, couler sans friction, récompenser sans résistance, comme si l'effort était une garantie de tranquillité. Et quand cela n'arrive pas, quand quelque chose échappe au contrôle, l'esprit ne pense pas seulement « ça a mal tourné », il pense « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais la vie n'est pas en tort quand tout déraille. Elle ne te punit pas, elle ne te met pas à l'épreuve. Elle est simplement en train d'arriver en dehors du scénario que tu as écrit dans ta tête. Rien ne garantit que les choses se passeront comme tu l'as planifié, et le problème commence quand tu conditionnes ta paix au fait que tout se passe bien. À ce moment-là, sans t'en rendre compte, tu remets ta stabilité entre les mains de facteurs extérieurs et tu commences à vivre tendu, sur le qui-vive, toujours en train d'anticiper la prochaine erreur pour ne pas te sentir mal à nouveau. Celui qui ne se sent bien que lorsque tout est aligné vit en risque permanent, parce qu'il suffit d'un retard, d'une réponse négative, pour que tout s'effondre à l'intérieur. La véritable erreur n'est pas quand quelque chose tourne mal. L'erreur, c'est de s'attendre à ce que cela n'arrive pas. L'imprévu n'est pas l'exception, c'est la règle. La chute n'est pas un accident sur le chemin. Elle fait partie du parcours de toute vie réelle. Et quand tu acceptes cela pour de vrai, pas seulement comme une belle idée, quelque chose d'essentiel change en toi. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à lutter contre la réalité, et tu commences à te préparer à l'affronter avec plus de lucidité. Pense ainsi.
La tête fonctionne comme le corps. Il ne devient pas fort en évitant le poids, ni en exigeant que tout soit léger. Il devient fort en apprenant à soutenir la charge. Chaque frustration, chaque retard, chaque perte est un poids placé dans tes mains. Tu peux le laisser tomber par terre et te plaindre que c'est injuste. Ou tu peux comprendre que c'est précisément ce poids qui est en train de te renforcer. La résilience n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas la froideur, ce n'est pas l'indifférence. C'est la capacité de ressentir l'impact sans perdre ton axe, de traverser l'inconfort sans abandonner la personne que tu as décidé d'être, de rester entier même quand le décor ne collabore pas. Épictète enseignait quelque chose de simple et de profond. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le désires. Décide de vouloir les choses telles qu'elles arrivent. C'est de l'intelligence émotionnelle appliquée, parce que celui qui accepte la réalité comme point de départ agit avec clarté, tandis que celui qui la rejette vit frustré et toujours en guerre avec la vie. Cette solidité ne naît pas dans les grands moments, ni dans les discours motivationnels. Elle se construit dans les petits frottements du quotidien, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, quand on te contredit, quand tu perds quelque chose que tu croyais acquis. C'est dans ces moments-là que tu entraînes ta réponse intérieure. Celui qui n'avance que lorsque tout est favorable ne développe pas une force réelle, mais celui qui apprend à rester debout quand les choses déraillent construit une stabilité qui ne dépend pas du hasard. Alors aujourd'hui, fais un choix silencieux mais conscient. Ne pas exiger la perfection de la vie ni de toi-même, exiger la solidité. Et si cela a résonné en toi, écris dans les commentaires « Je n'ai pas besoin de perfection. Je choisis la solidité. » Pas comme une jolie phrase, mais comme une posture, à partir de maintenant. Numéro 2. Grandir, c'est arrêter de réagir par l'ego. Il existe un moment très précis où l'ego apparaît. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand quelqu'un te contredit, quand tu es corrigé, quand une critique touche un point sensible, quand quelque chose se passe mal et que ta première réaction est de te justifier, de te défendre ou d'attaquer. À cet instant, une voix intérieure surgit en disant « Ne laisse pas passer ça. Réponds. Montre que tu sais. Prouve qu'ils ont tort. » Cette voix ne veut pas que tu grandisses. Elle veut que tu gagnes la situation, même si cela te coûte de l'apprentissage, de la paix et de la clarté. C'est ça, l'ego. Le problème n'est pas d'entendre cette voix, tout le monde l'entend. Le problème, c'est d'agir en pilote automatique, sans se rendre compte que quand tu obéis, tu ne protèges pas ta dignité, tu protèges une image fragile. Quand l'ego prend le contrôle, tu n'agis pas pour évoluer, tu réagis pour ne pas te sentir inférieur. Tu parles pour t'imposer, pas pour construire. Tu insistes pour ne pas admettre le doute. Et peu à peu, tu commences à vivre dans un état de défense constant. L'ego promet de la force, mais il livre exactement l'inverse. Plus tu as besoin d'avoir raison, plus tu deviens vulnérable. Plus tu as besoin de te sentir supérieur, plus chaque désaccord devient une menace. Une critique devient une attaque. Une erreur devient une humiliation. Un échec devient quelque chose d'impossible à regarder en face. Pense à cela de manière simple et visuelle. L'ego est comme un verre vide qui fait du bruit quand on le touche. Plus il est vide à l'intérieur, plus le son est fort. Celui qui est rempli n'a pas besoin de raisonner, n'a pas besoin de s'imposer, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu dépends de la reconnaissance extérieure pour te sentir bien, ta vie cesse d'être entre tes mains. Ton humeur commence à dépendre de la réaction des autres. Ta paix dépend des applaudissements. Ton identité oscille en permanence, gonflée quand elle est louée, blessée quand elle est contrariée. Cela fatigue, cela use et cela enferme. Maîtriser l'ego, ce n'est pas se diminuer, ni perdre confiance. C'est retirer sa propre valeur des mains des autres. C'est savoir écouter sans se sentir attaqué. C'est s'ajuster sans ressentir de honte. C'est rester ferme sans avoir besoin de se grandir. Épictète l'a formulé de manière directe, sans maquillage. Si tu veux t'améliorer, accepte de paraître ignorant ou sot dans certaines choses. Cette phrase ne parle pas d'humiliation, elle parle de liberté. Parce que celui qui n'a pas peur d'apprendre n'a pas besoin de se défendre tout le temps. Les personnes véritablement fortes ne vivent pas enflammées, elles n'ont pas besoin de gagner des conversations, ni d'écraser des opinions, ni de maintenir une image. Leur sécurité ne vient pas de la comparaison, elle vient de la cohérence entre ce qu'elles sont et la manière dont elles agissent. C'est une force discrète, mais extrêmement solide. Vivre sans le poids de devoir prouver sa valeur, agir sans masque, grandir sans rivaliser. Alors aujourd'hui, quand quelque chose te contrariera, et cela arrivera, fais une pause courte, mais consciente. Avant de réagir, demande-toi, est-ce de la croissance ou est-ce l'ego qui réclame la scène? Et choisis de grandir. Si ce point t'a parlé, écris dans les commentaires « Je n'ai rien à prouver ». 3. L'erreur enseigne plus que la réussite. Avant de sortir du lit aujourd'hui, comprends ceci calmement. L'échec n'apparaît pas chez ceux qui restent immobiles. Il surgit seulement dans la vie de ceux qui ont essayé de bouger, de ceux qui ont osé faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore, de ceux qui ont mis leur propre peau en jeu. Si quelque chose s'est mal passé, cela ne signifie pas que tu as échoué en tant que personne. Cela signifie que tu t'es mis en mouvement. Mais la plupart d'entre nous
ont appris à regarder l'erreur de la mauvaise façon. Très tôt, on nous a appris à associer l'échec à la faiblesse, le faux pas à l'incapacité, la chute à la honte. Et à cause de cela, beaucoup de gens passent toute leur vie à tourner en rond, à répéter ce qu'ils savent déjà, à choisir toujours le chemin le plus sûr. Non pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est le seul qui ne menace pas l'ego. Le résultat est une vie propre et étroite. La vérité, c'est que l'échec ne ferme pas la route, il marque un point du chemin. C'est comme un panneau silencieux qui dit « Ici, il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris ». Pense simplement se tromper, c'est comme essayer d'ouvrir une porte et se rendre compte que la clé ne tourne pas. Tu peux t'insulter, abandonner et partir, ou tu peux comprendre que cette résistance t'enseigne où ajuster la main, la force, la manière. La porte n'est pas là pour t'humilier, elle est là pour t'orienter. Chaque erreur révèle un angle mort. Chaque chute montre une compétence qui doit encore être construite. Et lorsque ta seule réaction à l'échec est de te culpabiliser, d'avoir honte ou d'abandonner, tu jettes exactement la partie la plus précieuse de l'expérience, l'instruction. Personne ne grandit sans inconfort, personne ne mûrit sans se tromper en public, sans se sentir exposé, sans découvrir qu'il ne sait pas tout ce qu'il pensait savoir. Si tu ne fais que ce que tu maîtrises, tu n'évolues pas. Tu ne fais que te répéter avec plus de confort. L'échec ne montre pas ce que tu veux voir, il montre ce que tu as besoin de voir. Apprendre à perdre sans perdre confiance est l'un des plus grands pouvoirs qu'une personne puisse développer. Parce qu'au moment où tu comprends que l'échec n'efface pas ta valeur, quelque chose se relâche à l'intérieur. La peur d'essayer diminue, l'anxiété de tout réussir disparaît, et le mouvement revient. Sénèque l'enseignait de manière directe. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. L'erreur ne définit pas qui tu es. Elle indique seulement où tu te situes, et celui qui comprend cela avance plus vite, non pas parce qu'il évite de tomber, mais parce qu'il ne reste pas au sol. Pendant que beaucoup s'arrêtent par orgueil, par honte ou par peur de paraître incompétent, toi tu continues, tu observes, tu ajustes, tu t'améliores. Non par chance, mais par posture. Ce qui sépare ceux qui vont loin de ceux qui restent en chemin, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la capacité de ne pas se briser à cause d'eux. C'est cela, la vraie résilience. Ne pas fuir l'échec, mais l'utiliser comme une carte. Ne pas nier la douleur, mais en extraire de la clarté. Parce que bien souvent, quand il semble que tu as perdu, la vie ne te punit pas, elle te redirige. Alors aujourd'hui, face à ce qui n'a pas fonctionné, fais ce choix conscient, ne pas t'attaquer, ne pas abandonner, ne pas te cacher. T'entraîner, apprendre, t'ajuster et continuer. Si ce passage t'a parlé, écris dans les commentaires « J'apprends, j'ajuste, je continue » et avance maintenant avec plus de clarté qu'avant. 4. Rien n'est à toi pour toujours, et cela libère. Avant de commencer ta journée, arrête-toi quelques secondes et fais un exercice que presque personne ne fait, non par peur mais par inconfort. Imagine que tout ce qui aujourd'hui te semble acquis ait déjà été retiré de ta table, comme quelqu'un qui arrive, nettoie l'espace et s'en va sans explication. Ta santé, ta maison, ta liberté, les personnes que tu aimes. Maintenant ouvre les yeux, perçois quelque chose de simple et de brutal. Tout est encore là. Rien n'a été emporté, rien n'a été arraché, rien n'a été perdu. Et malgré cela, tu traites tout comme si c'était infini. C'est là l'erreur invisible. Ce n'est pas une ingratitude consciente, c'est un automatisme. Tu te réveilles, tu accomplis des tâches, tu te plains de ce qui manque et tu piétines ce qui existe, comme quelqu'un qui traverse un jardin en ne regardant que le sol. Le stoïcisme enseigne un geste différent. Ne pas attendre la perte pour s'éveiller, mais s'éveiller avant la perte. Quand tu imagines l'absence, la présence change de poids. L'ordinaire prend des contours, le quotidien cesse d'être du bruit. Un café chaud n'est pas qu'une habitude, une conversation n'est pas qu'un fond sonore. Respirer sans douleur, marcher sans difficulté, arriver vivant à la fin de la journée cesse d'être un décor et devient le premier plan. Pense ainsi de manière directe. Celui qui croit que quelque chose est garanti en prend mal soin. Celui qui sait que quelque chose est provisoire en prend mieux soin. Marc Aurèle le rappelait sans drame, simplement avec lucidité. Tout ce que tu aimes t'est prêté. Pas comme une menace, mais comme un rappel. Rien n'est à toi pour toujours. Et c'est précisément cela qui rend chaque chose précieuse maintenant. Quand tu comprends cela, quelque chose change dans le concret. Tu cesses de gaspiller ton énergie dans de petits conflits. Tu cesses de dilapider des mots dans des discussions vides. Tu cesses de repousser la présence comme si tu avais du temps en trop. Vivre comme si tu avais déjà tout perdu n'est pas renoncer à la vie. C'est arrêter de la traiter comme un stock infini. C'est vivre avec urgence, mais pas l'urgence de l'anxiété. C'est l'urgence de celui qui sait que l'horloge avance, même quand tu fais semblant de ne pas l'entendre. Sénèque a résumé cela avec une précision chirurgicale. Rien ne nous appartient, tout nous est confié. Et celui qui comprend cela ne vit ni agrippé, ni terrorisé, il vit attentif. Parce que celui qui a déjà accepté l'impermanence ne vit pas dans la peur de perdre, il vit avec plus de soin tant qu'il a. Alors aujourd'hui, fais un geste simple, en commençant ta journée. Choisis d'être présent, et pas seulement de fonctionner.
Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de vivre éveillé. Comme une posture face au temps qui est encore entre tes mains. 5. Remettre à plus tard t'affaiblit. Il existe un type de fatigue qui ne vient pas d'un excès d'effort. Elle vient du fait de se réveiller tous les jours, en sachant exactement ce qui doit être fait, et de ne pas le faire. Ce n'est pas le travail qui pèse, c'est le report. Chaque fois que tu repousses quelque chose à plus tard, ce n'est pas seulement une tâche qui reste en suspens. C'est une décision intérieure que tu prends sans t'en rendre compte. Tu te dis à toi-même, ce n'est pas si important maintenant. Et quand tu répètes cela de nombreuses fois, ta propre parole commence à perdre de la valeur à l'intérieur de toi. C'est ainsi que l'affaiblissement commence. La procrastination se présente rarement comme une paresse évidente. La plupart du temps, elle ressemble à un soulagement momentané, à un repos mérité et à une promesse que tu feras mieux demain. Mais ce soulagement porte des intérêts. Et il les réclame tous les jours, dans les conversations que tu évites, dans les décisions que tu repousses, dans les actions simples que tu sais capables de résoudre un problème, mais que tu préfères ne pas affronter. Tout cela ne disparaît pas, cela s'accumule dans l'esprit, comme trop d'onglets ouverts sur un vieil ordinateur. Au début, ça fonctionne. Ensuite, tout commence à se bloquer. Pense à cela de manière simple et visuelle. Remettre à plus tard, c'est comme cacher des déchets sous le tapis. Au début, la pièce paraît propre, mais il suffit de quelques jours pour que l'odeur apparaisse. Et plus tu tardes à soulever le tapis, plus il devient difficile d'affronter ce qui se trouve dessous. Ce n'est pas la tâche qui grandit, c'est ta résistance qui diminue. Quand tu repousses sans cesse ce que tu sais devoir faire, tu entraînes une partie bien précise de ton esprit, celle qui préfère le confort immédiat à la construction du caractère. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à lui remettre les commandes de ta vie. Épictète a dit quelque chose de trop direct pour être ignoré. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Remettre à plus tard n'est pas un manque de temps, c'est une perte de commandement. L'action n'exige pas la perfection, elle exige une décision. Ce n'est pas tout faire parfaitement, c'est arrêter de négocier avec toi-même chaque fois que l'inconfort apparaît. Agir même sans envie, agir même sans certitude, agir même de façon modeste. Chaque action faite au bon moment renforce quelque chose en toi qu'aucune motivation ne construit, le respect de soi. Et cela s'accumule, silencieusement. N'attends pas de te sentir prêt, ce moment n'arrive presque jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après, comme une conséquence. Si tu continues à attendre le scénario idéal, tu passeras toute ta vie à te préparer à une vie qui ne commence jamais. Alors aujourd'hui, au réveil, fais un accord simple avec toi-même. Ne pas remettre à plus tard ce qui est déjà clair, ne pas repousser ce qui pèse déjà, ne pas négocier avec ta propre conscience. Choisis d'agir, même de façon imparfaite, même inconfortable, même petit, parce qu'agir renforce et remettre à plus tard, chaque jour, affaiblit. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'agis. Pas comme une promesse vide, mais comme un commandement intérieur. Numéro 6. L'exemple pèse plus que l'opinion. Observe quelque chose de simple. Juger donne une sensation rapide de contrôle. Pointer l'erreur des autres crée un soulagement momentané, presque comme si, pendant quelques secondes, tu étais au-dessus de la confusion, du chaos, du problème. Mais ce soulagement dure peu, et la vérité est qu'il ne construit rien. Critiquer est facile parce que cela n'exige aucun risque, tu observes de l'extérieur, tu analyses à distance, tu commentes sans t'exposer. Pendant ce temps, ta propre vie reste en attente, immobile, comme quelqu'un qui passe la journée entière à commenter le match, sans jamais entrer sur le terrain. Vivre comme un juge te maintient prisonnier exactement de ce que tu condamnes. Ton énergie va vers la réaction, pas vers la construction. Tu parles beaucoup de ce qui devrait changer, mais peu de ce que tu es prêt à soutenir par ton propre comportement. Le stoïcisme a toujours été direct sur ce point. Ce qui transforme, ce n'est pas le discours, c'est la posture. Ce n'est pas ce que tu exiges des autres, c'est ce que tu vis quand personne ne regarde. Pense-y ainsi, de manière simple et visuelle. Un thermomètre ne fait qu'enregistrer la température. Un thermostat change l'ambiance. Juger, c'est être un thermomètre. Donner l'exemple, c'est être un thermostat. Un lieu ne change pas parce que quelqu'un se plaint de l'obscurité. Il change quand quelqu'un se lève et allume la lumière. Et ta vie fonctionne exactement de la même manière. Quand tu agis avec cohérence, même en silence, quelque chose se produit. Tu enseignes sans faire de discours, tu influences sans faire pression. Tu construis de l'autorité sans avoir besoin de t'expliquer. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Ne perds pas de temps à discuter de ce que doit être un homme de valeur. Deviens-en un ». Cette phrase déplace l'axe. Elle te retire du rôle de commentateur de la vertu et te place dans celui du pratiquant. Être un exemple, ce n'est pas être parfait. C'est être honnête avec son propre comportement. C'est se corriger avant de corriger le monde. C'est aligner l'attitude et la valeur, même quand cela coûte du confort, de l'approbation ou des applaudissements. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions et de pauses, celui qui vit avec intégrité devient une référence sans essayer, non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il tient.
Et ce type de respect ne s'exige pas, il se construit. Tu n'as pas besoin de titre, d'autorité ou de permission pour vivre ainsi. Tu as seulement besoin d'une décision. La décision d'arrêter de dépenser ton énergie à juger ce qui est à l'extérieur et de commencer à investir dans ce qui est sous ton contrôle, tes actions. Alors, avant de continuer ta journée, fais un ajustement simple mais profond. Moins d'opinions, plus d'exemples, moins de discours et plus de pratiques. Numéro 7. Tu décides à quel point quelque chose t'affecte. Le monde va continuer à se produire en dehors de toi, avec ou sans ta permission. Les gens vont parler, des erreurs vont arriver, des plans vont échouer, des décisions seront prises sans te consulter. Mais rien de tout cela n'a de pouvoir réel sur toi, à moins que tu ne le permettes. Ce qui fait mal, ce n'est pas le fait en lui-même, c'est le sens que tu lui donnes. Le vrai coup ne vient pas de ce qui s'est passé, il vient de l'histoire que tu racontes à propos de ce qui s'est passé. Une offense n'est qu'un son dans l'air jusqu'au moment où tu décides de la porter. Une erreur n'est qu'un événement neutre jusqu'à l'instant où tu la transformes en étiquette. Une perte ne détruit personne à elle seule, elle n'obtient ce pouvoir que lorsqu'elle devient une identité. Le monde n'envahit pas ton esprit, il frappe à la porte. Les critiques, les frustrations, les imprévus, les rejets, tout cela arrive comme des visiteurs. Mais ne reste que ce que tu invites à entrer, à s'asseoir et à rester. Tant que tu crois que tout ce qui est à l'extérieur a du pouvoir sur toi, tu vis en état d'alerte. Tu réagis à chaque commentaire, tu revis chaque erreur, tu livres ta paix comme quelqu'un qui remet la clé de sa propre maison à n'importe qui, et cela te rend captif. Épictète utilisait cette phrase comme un mode d'emploi de l'esprit. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils s'en font. Au moment où tu comprends cela, quelque chose se déplace à l'intérieur de toi. Tu perçois que le fait est une chose, l'histoire que tu racontes à son sujet en est une autre. Et c'est cette histoire qui décide si tu traverses ou si tu t'effondres. Cela ne signifie pas devenir une pierre, ni faire semblant de ne rien ressentir. Tu ressens encore de la tristesse, tu ressens encore de la colère, tu ressens encore de la frustration. La différence, c'est que l'émotion te traverse, elle ne s'installe pas. Prendre soin de ton dialogue intérieur, questionner le premier élan, ne pas croire tout ce que l'esprit dit dans la chaleur du moment, c'est comme placer un filtre entre toi et le chaos. La vie continue de se produire, les défis continuent d'arriver. Mais maintenant, ils trouvent une structure. Marc Aurèle a écrit quelque chose que peu de gens appliquent vraiment. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. C'est cela la vraie force, et elle ne peut pas être arrachée. Quand tu vis ainsi, ton calme commence à déranger ceux qui vivent en réagissant à tout. Non par arrogance, mais parce que ta stabilité devient un miroir et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit quand il se regarde. Alors aujourd'hui, avant de te lever, fais un choix clair. N'essaie pas de contrôler le monde ni d'éviter les problèmes. Choisis de ne pas remettre le commandement. Répète en silence mais avec fermeté. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. 8. Le calme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il existe une erreur courante que presque tout le monde commet. Confondre le calme avec la soumission. Comme si se taire était perdre. Comme si ne pas réagir était accepter. Comme si garder sa posture était un signe de faiblesse. Mais c'est une lecture superficielle de la réalité. Le calme n'est pas se rétrécir, c'est refuser de se laisser entraîner dans le chaos. Réagir est facile. N'importe qui réagit quand il se sent provoqué, contrarié ou blessé. Il suffit d'une remarque déplacée, d'une frustration inattendue, d'un ton mal choisi et l'émotion prend le volant. Ça ne demande aucun courage, seulement un manque de maîtrise. Le véritable pouvoir apparaît ailleurs, à un endroit bien plus difficile, quand vous parvenez à garder l'esprit clair précisément au moment où tout tente de vous tirer vers la confusion. Un esprit agité est comme de l'eau en ébullition, on n'y voit rien. Mais quand l'eau s'apaise, tout devient visible. Le calme ne change pas la réalité, il révèle la réalité. Et c'est pour cela que le calme n'est pas de l'indifférence, c'est une présence, c'est une conscience suffisante pour entendre le bruit extérieur sans lui permettre d'envahir votre centre. Celui qui réagit par impulsion remet le contrôle de sa propre vie à l'environnement, aux paroles des autres, aux émotions passagères. Et une seule réaction mal choisie peut détruire en quelques secondes ce qui a mis des années à être construit. Être calme ne signifie pas que vous vous en moquez. Cela signifie que vous vous en souciez assez pour ne pas laisser n'importe quel stimulus décider à votre place. Voici le tournant. Celui qui réagit vit en étant constamment poussé. Celui qui choisit sa réponse se gouverne lui-même. Le calme naît exactement dans cet intervalle. L'espace entre ce qui se passe et la manière dont vous répondez. Dans cet espace, il y a de la clarté. Et là où il y a de la clarté, il y a un choix. Le calme vous protège. Il vous empêche de gaspiller de l'énergie dans des guerres inutiles, des discussions vides, des explications qui ne construisent rien. Pendant que beaucoup dilapident leur force en réagissant, vous la préservez pour décider, construire et soutenir ce qui compte. Dans un monde où presque tous vivent dans l'impulsion, celui qui maîtrise son propre calme se distingue naturellement. Non pas parce qu'il parle plus fort, mais parce qu'il reste debout quand les autres se perdent.
Le calme n'est pas être endormi, c'est être suffisamment éveillé pour ne pas être contrôlé par le premier élan. Et prenez cela comme une posture pour la journée. Ne pas réagir pour soulager une émotion, ne pas exploser pour se sentir fort, ne pas céder le contrôle pour quelques secondes de décharge. Si cela a fait sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Je choisis de répondre avec clarté ». 9. Ne laisse pas l'opinion des autres te diriger. Tu seras observé, évalué et interprété, que tu le veuilles ou non. Quelqu'un va aimer, quelqu'un va être en désaccord, quelqu'un va te réduire à un commentaire, à une erreur isolée, à un fragment qui n'explique pas qui tu es dans ta totalité. Ce n'est pas une exception, c'est le scénario normal de la vie. Le problème n'est pas dans les opinions, il est dans ce que tu en fais. Très tôt, beaucoup de personnes ont appris à ajuster leur comportement comme on change de vêtements pour plaire à l'environnement. Elles parlent moins pour ne pas déranger. Elles s'expliquent trop pour ne pas être mal comprises. Elles cachent des parties d'elles-mêmes pour entrer dans l'attente des autres. Et sans s'en rendre compte, elles commencent à vivre en fonction d'un public. Vivre en cherchant l'approbation, c'est comme conduire en regardant uniquement les rétroviseurs. Tu perçois le mouvement autour de toi, mais tu perds complètement la direction. Et celui qui perd la direction, tôt ou tard, se perd lui-même. L'opinion d'une autre personne ne naît pas de ton essence. Elle naît de son histoire, de ses références, de ses blessures, des limites de son regard. Quelqu'un peut te juger à partir de 5 minutes de ta vie et penser avoir tout compris. Cela en dit long sur la portée de son regard, pas sur qui tu es. L'erreur commence quand tu changes de posture chaque fois que quelqu'un t'évalue. À ce moment-là, tu n'essaies pas de t'améliorer, tu essaies de te protéger. Et protéger une image coûte cher. Tu commences à te rétrécir, à te justifier, à te défendre contre des attaques qui, bien souvent, n'ont même pas eu lieu. Ta valeur ne fonctionne pas comme une monnaie. Elle ne monte pas avec les applaudissements. Elle ne baisse pas avec la critique. Elle existe avant toute opinion et continue d'exister après que le bruit se soit dissipé. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne rends pas ta paix dépendante de ce qui n'est pas sous ton contrôle. » Et l'opinion des autres ne l'a jamais été. Aujourd'hui, ils louent, demain, ils critiquent. Aujourd'hui, ils approuvent, demain, ils changent. Confier ta paix à cela, c'est choisir de vivre dans l'instabilité. Être fort à l'intérieur, ce n'est pas ignorer tout ce qui se dit. C'est savoir écouter sans absorber, c'est filtrer sans se fermer. C'est entendre avec maturité, mais décider avec autonomie. Quand tu as confiance en qui tu es, quelque chose change concrètement. Tu arrêtes de te justifier en permanence. Tu arrêtes de vivre sur la défensive. Tu arrêtes d'expliquer ton essence à ceux qui ne sont pas disposés à voir. Tu tiens. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas te sentir offensé, et tu ne le seras pas. Parce qu'il existe un lieu en toi que personne ne touche sans ta permission. C'est là que vit ta stabilité. C'est là que naît ta liberté. Alors, avant de te lever aujourd'hui, fais un geste intérieur simple, mais ferme. N'essaie pas de convaincre qui que ce soit. N'essaie pas de plaire à tout le monde. N'essaie pas de te modeler pour entrer dans un moule. Répète en silence, comme une décision. Je sais qui je suis. Et avance dans ta journée à partir de cet endroit. 10. Tu existes au-delà de tes émotions. Avant de commencer ta journée, comprends quelque chose de simple que presque personne n'apprend assez tôt. Ressentir n'est pas le problème. Le problème est de confondre ce que tu ressens avec qui tu es. La colère apparaît, la peur surgit, la tristesse se manifeste. Cela ne dit rien de ton caractère, cela dit seulement que tu es humain. L'erreur commence au moment où tu transformes un état passager en identité. Quand tu dis « je suis comme ça », uniquement parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé comme ça. Quand tu te colles une étiquette à partir d'une émotion momentanée et que tu commences à vivre à l'intérieur de cette étiquette, comme si elle était permanente. Ressentir de la colère ne fait pas de toi une personne agressive. Ressentir de l'insécurité ne diminue pas ta valeur. Ressentir de la tristesse ne te rend pas faible. Ces émotions sont des messages, pas des sentences. Elles apparaissent pour informer quelque chose, pas pour diriger ta vie. Le problème n'est pas que l'émotion passe par toi, c'est quand tu t'y accroches, que tu nourris l'histoire intérieure et que tu commences à agir comme si c'était la vérité complète sur qui tu es. L'émotion est comme un visiteur qui frappe à la porte. Tu peux écouter ce qu'il a à dire, ou tu peux lui donner la clé de la maison et le laisser tout commander. Beaucoup de personnes font cela sans s'en rendre compte. Elles ressentent de la peur et se paralysent. Elles ressentent de la colère et explosent. Elles ressentent de la tristesse et abandonnent ce qui était important. Pas parce qu'elles en avaient besoin, mais parce qu'elles ont confondu ressentir avec obéir. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les événements qui te contrôlent, mais la réponse que tu choisis de leur donner. L'émotion surgit, la décision vient après. Et c'est dans cet espace court, presque invisible, entre ressentir et agir, que réside ta liberté. Imagine ton esprit comme un ciel ouvert. Les émotions sont des nuages. Certains sont denses, d'autres légers. Ils passent toujours. Mais le ciel ne devient pas un nuage simplement parce qu'il est apparu. Quand tu essaies de lutter contre l'émotion, elle grandit. Quand tu t'identifies à elle, elle domine. Mais quand tu observes, sans drame et sans jugement, quelque chose change. Elle perd de sa force. L'autocontrôle,
n'est pas de la répression. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est reconnaître ce qui se passe à l'intérieur sans s'y noyer. Tu respires, tu observes, et ensuite, tu choisis. Tu peux ressentir de la peur et malgré tout avancer. Tu peux ressentir de la colère et malgré tout choisir le silence. Tu peux ressentir de la tristesse et malgré tout faire ce qui doit être fait. C'est là la différence entre réagir et conduire. Quand tu comprends que tu n'es pas tes émotions, tu reprends le commandement. Tu cesses de t'effondrer chaque fois que quelque chose sort du plan. Tu cesses de vivre prisonnier de l'impulsion du moment et tu commences à agir avec l'esprit au-dessus de la tempête intérieure. Cela ne signifie pas arrêter de ressentir. Cela signifie arrêter d'être gouverné. Parce que quand tu n'apprends pas à conduire tes émotions, ce sont elles qui te conduisent. Et, à ce moment-là, tu ne décides plus. C'est le sentiment du jour qui décide. Alors fais cet accord simple avec toi-même aujourd'hui. Écoutez ce que tu ressens, mais ne pas obéir à tout ce qui traverse ta tête. Tu n'es pas l'émotion, tu es celui qui l'observe, tu es celui qui choisit. Et c'est une clé pratique pour une vie plus stable, plus mûre, plus libre. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas passer comme une vidéo de plus. Reviens, écoute encore, pratique. Parce que cela ne parle pas de motivation passagère, cela parle d'apprendre à vivre aux commandes. Vous avez déjà senti votre patience vous échapper à cause d'un commentaire de quelqu'un ou en voyant une attitude avec laquelle vous n'étiez pas d'accord. C'est comme si votre journée s'arrêtait là. La situation ne reste pas seulement à l'extérieur, elle change votre état émotionnel, elle gâche votre journée, et c'est frustrant. Mais, et s'il existait une clé pour ne pas perdre le contrôle? Les stoïciens avaient déjà une grande clarté là-dessus. Personne n'a le pouvoir de changer la manière dont vous vous sentez, à moins que vous ne l'autorisiez. Pensez à cette sensation de rester calme, peu importe ce qui arrive. Imaginez passer toute votre journée avec une telle paix intérieure que même les mêmes personnes, ou les mêmes imprévus, ne parviennent plus à perturber votre équilibre. Cela ne dépend pas du comportement des autres. Ce n'est pas de la froideur, ni le fait de faire semblant que tout va bien. Cela a à voir avec la clarté. C'est ce qui arrive quand vous apprenez à maîtriser vos émotions. Et c'est exactement ce que vous allez développer ici. Tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir 10 pratiques basées sur le stoïcisme, qui vont vous montrer comment arrêter de réagir par impulsion et garder le contrôle, même lorsque l'environnement ne vous aide pas. Vous allez apprendre à ne pas entrer dans des discussions qui ne mènent nulle part, à ne pas absorber tout ce que vous entendez, à protéger votre temps, votre énergie et votre paix, et surtout, à vous libérer des rancœurs qui vous épuisent. Si vous voulez arrêter de vous énerver pour n'importe quoi, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». On a l'impression que ce sont les autres qui vous font perdre votre calme, alors qu'en réalité, c'est le fait de continuer à réagir à tout cela, même après. Et c'est exactement ce cycle que vous allez apprendre à interrompre ici. Première leçon. Vous avez toujours eu le contrôle, comprenez cela. Imaginez une journée ordinaire. Vous êtes tranquille, sur votre canapé, en train de gérer vos affaires, l'esprit en ordre, le rythme sous contrôle. Et puis, sans prévenir, quelqu'un dit quelque chose qui vous atteint. Ce n'est pas suffisant pour détruire votre journée, mais c'est assez pour changer votre état intérieur. Votre paix est interrompue et une vague de frustration ou de colère commence à grandir. Vous pensez « Pourquoi cette personne a gâché ma journée ?» Mais la vérité est plus directe que ça. Personne ne pénètre dans votre état émotionnel sans trouver une porte ouverte. Vous avez toujours eu le contrôle de vos réactions. Ce moment de frustration n'est qu'un choix. Ce que l'autre personne dit ou fait peut être un stimulus, mais ce n'est pas un ordre. Il n'existe aucun bouton extérieur qui fonctionne sans votre consentement. Le monde apportera toujours des défis, cela ne changera jamais. Mais la manière dont vous répondez détermine si cela devient un problème ou simplement un événement. La véritable force vient de l'intérieur, de votre capacité à contrôler vos émotions. Elle ne consiste pas à éviter les situations, mais à ne pas devenir leur prisonnier. Maintenant, imaginez que vous soyez dans une ville bruyante, avec des voitures qui klaxonnent et des gens qui parlent fort. Le bruit est là, constant, inévitable. Mais il ne peut pas envahir votre espace personnel. C'est comme porter un casque avec réduction de bruit. Le son existe, mais vous ne lui donnez pas votre attention. Vous ne le laissez pas atteindre votre paix intérieure. L'environnement reste le même, mais votre expérience change complètement. Voilà l'essence même de la maîtrise de ces réactions. Ne pas contrôler le monde, mais filtrer ce qui entre en vous. La tranquillité ne vient pas de l'absence de bruit. Elle vient de votre capacité à ne pas transformer chaque bruit en conflit intérieur. Entre le stimulus et votre réponse, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que la majorité des gens échouent, parce qu'ils réagissent avant même de réaliser qu'ils pouvaient tout choisir. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir. La véritable liberté se trouve dans la manière dont vous choisissez de réagir. Voilà ce qu'est la maîtrise de soi. Choisir le calme au lieu de la colère, la compréhension au lieu de l'impulsivité. Par exemple, quand quelqu'un vous coupe la route, la réaction immédiate apparaît. Elle arrive vite, presque déjà prête. Mais que se passe-t-il si au lieu de suivre cette impulsion, vous créez un petit délai?
Une seconde suffit déjà à tout changer. Parce que pendant cette seconde, vous cessez de réagir et vous commencez à décider. Pensez aussi à un collègue qui dévalorise vos idées. Vous pourriez porter cela toute la journée, revivre cette situation pendant des jours. Mais que se passe-t-il si vous interrompez ce cycle et que vous vous demandez « est-ce que cela parle de moi ou de son propre état intérieur ?» Ce moment de réflexion vous rend le contrôle, parce que tout ce qui arrive jusqu'à vous ne mérite pas forcément de rester en vous. Très souvent, la réaction des autres parle davantage d'eux que de vous. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez d'absorber ce que vous n'avez pas besoin de porter. Penser de cette manière ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez. La colère, la frustration, la déception, tout cela est naturel. Toutes ces émotions font de vous un être humain. L'erreur n'est pas de ressentir, l'erreur est d'obéir automatiquement à ce que vous ressentez. Chaque émotion est un signal, pas un ordre. Une manière simple d'entraîner cela est de faire une pause quand quelque chose vous déclenche. Demandez-vous « qu'est-ce que je ressens maintenant ?» Quand vous nommez l'émotion, vous ralentissez immédiatement la réaction. Ensuite, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Est-ce que cela s'est réellement produit? Ou est-ce la manière dont je l'ai interprété? Et enfin, choisissez votre réponse. Pas la plus rapide, la plus consciente. Imaginez vivre sans permettre à n'importe qui de modifier facilement votre état intérieur. Le commentaire, l'imprévu, le comportement des autres, tout cela continue d'exister. Mais cela cesse d'avoir un accès direct à vous. Vous avez deux options. Laissez les autres définir ce que vous ressentez ou assumer cette responsabilité. Et quand vous l'assumez, vous cessez d'être entraîné par le monde et vous commencez à vous positionner face à lui. La prochaine fois que quelque chose essaiera de vous faire perdre votre équilibre, souvenez-vous-en. Le comportement des autres ne contrôle pas votre paix. Ce qui la contrôle, c'est la manière dont vous répondez. Et c'est dans ce choix, répété chaque jour, que vous construisez un esprit stable, une présence solide et une vie qui ne dépend pas de l'humeur des autres pour rester en équilibre. Deuxième leçon, arrêtez de porter cette attente. Vous est-il déjà arrivé de créer une attente simple envers quelqu'un et qu'elle ne soit pas respectée? Rien de grand, juste le minimum qui, dans votre esprit, semblait logique. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes frustrés quand nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous l'aurions fait et que cela n'arrive pas? La déception apparaît aussitôt et nous pensons « comment peuvent-ils être aussi insensibles? Moi, je ne ferai jamais ça. » La vérité, c'est que les gens agissent selon leurs propres expériences de vie, pas selon nos attentes. Essayer de contrôler leur comportement, c'est comme essayer d'emprisonner le vent. Plus vous essayez de le retenir, plus vous réalisez qu'il n'a jamais été entre vos mains. Chaque personne voit la vie à travers ses propres croyances, ses blessures, ses limites et ses expériences. Quand quelqu'un agit d'une manière qui nous blesse, cela ne reflète pas toujours qui nous sommes. La plupart du temps, c'est simplement une réaction à ce que cette personne connaît, à ce qu'elle est capable d'offrir, au niveau de conscience qu'elle possède à ce moment-là. Et c'est ici que la majorité des gens restent bloqués, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qu'ils espéraient qu'il se passe. Essayer de changer le comportement des autres ne mène qu'à la frustration. Au lieu d'attendre qu'ils s'adaptent à ce que nous voulons, il est plus sain de voir qui ils sont réellement, sans inventer une version idéale pour ensuite être déçu par la vraie. Pensez à une situation simple. Vous envoyez un message, quelque chose de normal, et la personne le voit mais ne répond pas. Vous commencez alors à remplir le silence. Elle m'ignore? Elle s'en fiche? Elle l'a fait exprès? Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, vous ne réagissez pas au fait lui-même. Vous réagissez à l'attente que vous avez créée autour de lui. Le comportement de cette personne reste le reflet d'elle-même, pas de vous. Quand vous cessez d'attendre qu'elle agisse selon ce que vous considérez comme juste, le poids devient plus léger. L'attente est discrète quand elle naît, mais lourde quand elle n'est pas satisfaite. Comme l'a dit William Shakespeare, les attentes sont la racine de toute souffrance. Moins nous attendons des autres, plus nous protégeons notre paix intérieure. Voici un exercice simple. Chaque fois que quelqu'un vous irrite, demandez-vous « qu'est-ce que j'attendais de cette personne ?» Ensuite, posez-vous cette question. Est-il réaliste d'attendre qu'elle agisse exactement comme moi? Cette question change complètement le regard. Vous quittez la frustration pour entrer dans la clarté. Au lieu d'essayer de changer le comportement des autres, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez réagir avec plus de sérénité, en préservant votre équilibre émotionnel. Parce que votre réponse vous appartient toujours, même quand l'attitude de l'autre ne vous appartient pas. Imaginez la liberté de laisser derrière vous toutes ces attentes. La personne mal polie dans la circulation, l'ami qui vous a oublié, le collègue qui n'a montré aucune considération. Aucun d'eux ne peut voler votre paix, à moins que vous ne leur donniez cette paix comme paiement. Quand vous cessez d'attendre que les autres agissent selon vos désirs, vous reprenez le contrôle de vos réactions. Vous arrêtez de négocier votre stabilité avec quelque chose qui n'a jamais été sous votre contrôle. Accepter cela ne signifie pas tolérer des attitudes toxiques, ni abandonner vos valeurs. Cela signifie comprendre que votre paix vaut plus que l'insistance à vouloir contrôler ce qui dépasse votre portée. La prochaine fois que quelqu'un vous décevra, respirez profondément et souvenez-vous,
Ils agissent selon ce qu'ils sont, pas selon ce que j'aimerais qu'ils soient. Cela est hors de mon contrôle. Et au final, le choix de la manière de réagir vous appartient. En vous libérant des attentes, vous gagnez non seulement la liberté vis-à-vis des autres, mais aussi le soulagement d'un poids émotionnel que vous portiez peut-être depuis très longtemps. Parce qu'au fond, ce n'est pas le comportement des autres qui vous épuise, c'est l'insistance à attendre qu'ils soient différents de ce qu'ils sont. Troisième leçon, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une conversation simple, et sans même vous en rendre compte, de la voir se transformer en confrontation? Non pas parce que le sujet était important, mais parce qu'à un certain moment, il ne s'agissait plus du sujet, mais de savoir qui avait raison. Pendant cette conversation, vous avez probablement ressenti le besoin de prouver votre point de vue, comme si c'était la seule chose qui comptait. Avoir raison tout le temps est souvent lié à une insécurité intérieure, comme si le fait d'être contredit menaçait notre identité. Mais, et si, au lieu d'insister sur votre opinion, vous cherchiez à comprendre l'autre, en laissant de la place à de nouvelles idées? Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un gagnant. Certaines ont simplement besoin de maturité pour ne pas devenir un conflit. Avoir raison vaut-il plus que la paix intérieure? Quand vous entrez dans une conversation pour gagner, vous créez de la tension, vous épuisez l'ambiance et vous abîmez vos relations. À l'inverse, lorsque vous choisissez de ne pas vous accrocher à l'idée d'être le seul à avoir raison, une sensation de soulagement et de paix intérieure apparaît, parce que vous cessez de traiter chaque conversation comme un test de validation personnelle. Pensez-y. Quelqu'un interprète mal quelque chose que vous avez dit, et vous répond de manière sèche. L'envie de corriger, d'expliquer et de prouver votre point de vue apparaît immédiatement. Mais toutes les mauvaises interprétations n'ont pas besoin d'être corrigées avec la même intensité. Voici un exemple simple. Vous êtes en train de discuter avec une personne proche, et cette personne insiste sur une idée dont vous savez qu'elle n'a aucun sens. Au lieu d'entrer dans un affrontement pour prouver qu'elle a tort, vous répondez calmement. « Je comprends ce que tu veux dire, et je respecte ton point de vue. » Et vous continuez, sans transformer cela en dispute. Ce type d'attitude ne vous diminue pas, il vous donne du contrôle. Comme l'a dit Lao Tse, celui qui s'accroche trop à ses propres opinions n'évolue jamais. Abandonner le besoin d'avoir raison ne signifie pas renoncer à vos principes. Cela signifie savoir choisir ses batailles avec intelligence, comprendre quand cela vaut la peine de défendre un point de vue, et quand préserver sa paix intérieure est plus intelligent. Avec le temps, vous réalisez que renoncer à l'obsession d'avoir raison apporte de la légèreté. Vous ne ressentez plus l'obligation de répondre à tout, de tout corriger, de tout prouver. Au final, vous arrêtez d'essayer de contrôler chaque conversation parce que vous avez appris à choisir la paix plutôt que l'orgueil. Souvenez-vous-en, la véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais dans la manière de s'y positionner, sans perdre le contrôle de soi-même. Et le vrai test arrivera la prochaine fois que le besoin de prouver quelque chose surgira. C'est précisément à ce moment-là que vous devrez faire une pause et vous demander « Est-ce que cela a vraiment besoin d'être réglé ou est-ce simplement quelque chose qu'il faut laisser de côté? Avoir raison apporte-t-il le bonheur ou nourrit-il seulement l'impulsion d'avoir raison? La vie ne consiste pas à avoir raison tout le temps. Elle consiste à ne pas se perdre en essayant de le prouver. Commencez à ignorer ce besoin dès maintenant. Et si cela vous parle, écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Parce que ce choix répété dans les petits moments du quotidien est ce qui construit un esprit plus fort que n'importe quelle discussion. Quatrième leçon. Ne remettez pas votre identité entre les mains des autres. Vous est-il déjà arrivé de montrer quelque chose qui avait du sens pour vous et qu'un seul commentaire suffise à vous faire douter de tout? Imaginez un instant où vous partagez quelque chose qui vous motive réellement, quelque chose qui touche votre cœur. Et soudain, quelqu'un lance une critique négative. Ce mot inattendu casse l'ambiance et votre confiance s'effondre. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La raison est simple. Très souvent, nous donnons aux autres le pouvoir de définir la façon dont nous nous voyons. Le problème ne réside pas seulement dans la critique, il réside dans la manière dont elle vous atteint. Quand vous dépendez de l'approbation extérieure, n'importe quelle opinion prend trop de place, et petit à petit, vous cessez de vous voir selon vos propres critères. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, et c'est cela qui nous donne confiance. Quand quelqu'un critique votre travail, la première réaction peut être de vous défendre ou de vous décourager. Mais, et si, au lieu de réagir immédiatement, vous créiez un petit espace avant de répondre? Que vous vous permettiez de considérer que ce n'est qu'une opinion, et non une définition de qui vous êtes. Cette pause change tout, parce qu'elle vous redonne le contrôle sur ce que vous acceptez ou non. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui a été dit, mais de séparer ce qui a du sens de ce qui ne mérite pas d'être porté. Toutes les critiques n'ont pas de profondeur. Certaines ne sont qu'une projection, de la précipitation ou un manque de délicatesse. C'est un exercice de paix intérieure, quelque chose que les stoïciens ont toujours souligné. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive jusqu'à vous, il s'agit de choisir ce qui reste. En faisant cette pause, vous réaffirmez qui vous êtes réellement. Il ne s'agit pas d'être indifférent, il s'agit de ne pas vous modeler selon chaque opinion qui apparaît. Votre valeur ne change pas parce que quelqu'un ne l'a pas reconnue.
Elle semble seulement instable quand vous confiez aux autres la manière dont vous vous regardez. Quand vous prenez conscience que votre valeur vient de l'intérieur, votre estime de vous-même se renforce. Comme l'a dit Lao Tzu, si vous accordez trop d'importance à ce que les autres pensent, vous devenez leur prisonnier. Se libérer de cette recherche constante d'approbation ne signifie pas ignorer les autres. Cela signifie arrêter de donner le même poids à toutes les voix. Toutes les opinions ne méritent pas une place en vous. La prochaine fois que quelqu'un remettra votre confiance en question, faites cette pause. Demandez-vous, est-ce que cela définit réellement qui je suis, ou est-ce seulement la manière dont cette personne voit le monde? Cette simple question est la clé pour reconnaître votre propre force. La véritable force ne consiste pas à éviter les critiques, mais à rester solide même lorsqu'elles apparaissent. Quand vous cessez de permettre aux paroles des autres de définir votre valeur, quelque chose se réorganise à l'intérieur de vous. Vous arrêtez de réagir à chaque commentaire, et vous commencez à vous soutenir avec plus de stabilité. Et quand cela arrive, vous n'avez plus besoin de prouver qui vous êtes. Vous continuez simplement à être vous-même. 5e leçon. Prenez vos limites au sérieux. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une journée chargée, tout organisée, puis quelqu'un apparaît avec une demande qui n'était pas urgente, mais qui finit par devenir votre responsabilité? Qu'est-ce que vous ressentez? Une frustration qui grandit, n'est-ce pas? Cela perturbe vos plans, et vous vous demandez pourquoi est-ce si difficile de dire non? La réponse est simple. Pour protéger votre paix intérieure, vous avez besoin de limites. Sans elles, vous laissez les autres décider de la manière dont vous dépensez votre temps et votre énergie. Dire « oui » tout le temps signifie aussi dire « non » à ce qui compte pour vous. Et avec le temps, cela ne passe pas inaperçu, vous le ressentez. La grande leçon ici, c'est la suivante. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même aux autres si vous ne prenez pas soin de vous d'abord. Si vous vous donnez sans tenir compte de votre propre énergie, la frustration et l'épuisement deviennent inévitables. Les limites ne servent pas à éloigner les gens. Elles servent à ne pas vous éloigner de vous-même. Établir des limites est avant tout un acte de respect envers soi. Elles protègent non seulement votre paix mentale, mais créent aussi des relations plus équilibrées. Souvenez-vous, quand quelqu'un dépasse vos limites, la responsabilité vous appartient aussi parce que vous ne les avez pas rendues claires. Les gens ne peuvent pas deviner jusqu'où ils peuvent aller. Si vous ne définissez pas vos limites, quelqu'un le fera à votre place. Définir des limites est une forme de respect, autant pour vous que pour les autres. Par exemple, imaginez qu'un ami vous demande toujours des conseils tard dans la nuit. Même si vous voulez l'aider, cela commence à vider votre énergie. Au lieu d'accumuler de la frustration, vous pouvez dire « J'ai envie de t'écouter, mais j'ai besoin de me reposer. On peut en parler demain ?» C'est ferme, c'est clair, et cela ne casse pas la relation. Le respect ne consiste pas à dire oui à tout. Il consiste à être honnête sur ce que vous êtes réellement capable de soutenir. Comme l'a dit Aristote, la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'on doit. Si vous avez du mal à établir des limites, commencez par la clarté et l'honnêteté. Exprimez vos besoins de manière simple et directe. Les gens ont tendance à davantage respecter ce qu'ils comprennent clairement. Dites « J'ai besoin d'un moment pour moi après le travail », au lieu de réagir avec des reproches. La clarté évite l'usure. Les sous-entendus ne font que prolonger le problème. Et après avoir défini vos limites, soyez cohérents. La cohérence montre que vous accordez réellement de la valeur à votre temps et à votre énergie. Comme le dit le proverbe, celui qui sait quand s'arrêter évite de tomber dans les pièges. En respectant vos propres limites, vous réduisez le stress inutile et vous commencez à vivre avec plus d'équilibre. Les limites ne sont pas des barrières qui éloignent les gens. Ce sont des structures qui soutiennent des relations saines. Quand vous respectez vos propres limites, vous récupérez votre énergie et vous la dirigez vers ce qui compte réellement. Parce qu'au fond, ce n'est pas un manque de temps. C'est un manque de discernement sur l'endroit où vous le placez. Souvenez-vous, votre priorité commence par vous, votre paix, votre temps, votre bien-être. Et quand cela devient clair, vous n'avez plus besoin de tant vous justifier. Vous avez seulement besoin de vous respecter. 6. Maintenez une indépendance psychologique. Vous est-il déjà arrivé de dire quelque chose avec conviction, puis, après la réaction de quelqu'un, de commencer à douter de vos propres paroles? Peut-être qu'il s'agissait d'une idée simple, d'une opinion, d'un choix personnel, de quelque chose qui avait du sens pour vous, jusqu'à ce qu'il rencontre une critique, de l'ironie ou de l'indifférence de l'autre côté. Et soudain, la certitude qui semblait si solide commence à s'affaiblir. Non pas parce que vous avez changé d'avis, mais parce que vous avez permis à la réaction de quelqu'un de prendre la place de votre confiance en vous. La douleur est réelle. Cette sensation peut transformer votre confiance en incertitude. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pourquoi la réaction des autres a-t-elle autant de poids? Nous sommes tous déjà tombés dans le piège de l'approbation. Mais le problème n'est pas de vouloir être accepté. Le problème commence lorsque vous utilisez la réaction des autres comme référence pour vous valider. La véritable liberté émotionnelle apparaît quand vous décidez de ne plus vous soumettre à ce que les autres pensent. Chaque personne voit le monde à travers ses propres expériences, ses limites et ses insécurités.
Ce que quelqu'un dit sur vous n'arrive jamais de manière neutre. Cela vient charger de la façon dont cette personne interprète le monde. Quand vous accordez trop d'attention à cela, vous remettez le contrôle de vos émotions entre les mains des autres. Et vous finissez par laisser les autres décider de votre vie à votre place. Votre valeur n'est pas en débat. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de vous, votre valeur personnelle reste inébranlable. C'est cela, le détachement. L'indépendance psychologique ne consiste pas à tout ignorer. Elle consiste à comprendre que toutes les opinions ne méritent pas d'avoir de l'influence. Au moment où vous vous libérez du besoin constant d'approbation, vous commencez à vivre en accord avec votre véritable essence. Par exemple, vous choisissez quelque chose qui a du sens pour vous, un vêtement, une décision, une idée. Vous êtes bien avec cela. Mais quelqu'un réagit avec ironie. « Ouais, je sais pas ». Vous pouvez vous laisser atteindre parce que vous envisagez la possibilité que cette personne ait raison, ou simplement comprendre que cette opinion n'a pas le pouvoir de diminuer votre bonheur. C'est là toute la clé du détachement. Ne pas laisser ce que les autres pensent définir votre état d'esprit. Comme l'a dit Épictète, si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un idiot. Grandir exige de soutenir ses choix même lorsqu'ils ne sont pas validés, parce qu'en réalité, personne ne vit votre vie à votre place. Si vous avez besoin de confirmation en permanence, vous restez bloqué, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour être en désaccord. Alors, comment commencer à mieux vous positionner face à cela? Quand quelque chose vous atteint, demandez-vous, est-ce que cela a réellement du poids ou est-ce que cela me dérange seulement parce que ce n'est pas ce que je voulais entendre? Et plus important encore, cette personne a-t-elle réellement l'autorité nécessaire pour définir quelque chose sur ma vie? Toutes les opinions n'ont pas de légitimité. Et les traiter comme si elles en avaient toutes, c'est ce qui vous affaiblit. Toutes les opinions ne vous atteignent pas directement. Parfois, c'est le doute que vous avez créé après les avoir entendues. Maintenir une indépendance psychologique, c'est fermer cet espace. Non pas avec arrogance, mais avec clarté. Réaffirmez vos valeurs et concentrez-vous sur ce qui compte réellement pour vous. Vos décisions doivent avoir du sens pour vous avant d'en avoir pour les autres. Et lorsqu'une critique arrive, reconnaissez-la, mais ne permettez pas qu'elle vous consume. Si elle a de la valeur, vous vous ajustez. Si elle n'en a pas, vous avancez sans porter cela plus longtemps que nécessaire. Imaginez ces paroles comme des feuilles tombant dans une rivière. Elles passent sans laisser de traces. Souvenez-vous, si vous cherchez l'approbation, vous deviendrez prisonnier des autres. Le vrai risque, au fond, ce n'est pas d'être critiqué, c'est de commencer à vivre en essayant d'éviter toute critique. Et quand cela arrive, vous cessez de conduire votre vie et vous commencez à réagir au regard des autres. La prochaine fois que quelqu'un vous fera douter de vous-même, demandez-vous, est-ce que cela change qui je suis ou est-ce que cela a seulement testé ma capacité à me soutenir moi-même? Choisissez d'ignorer ce qui n'a pas d'importance. Ne vous abandonnez pas pour entrer dans l'opinion de quelqu'un. Votre chemin est unique et il n'a pas besoin d'être dicté par des opinions passagères. 7. Le silence qui répond. Vous avez déjà reçu une provocation et au même instant, senti votre corps réagir avant même d'avoir réfléchi? La chaleur monte, le cœur accélère et l'envie de répondre arrive presque automatiquement. Non pas parce que vous voulez vous disputer, mais parce qu'il semble que rester silencieux, c'est accepter ce qui vient d'être dit. Mais avez-vous déjà pensé à simplement ne rien dire? Toute provocation n'a pas besoin de réponse. Et la plupart du temps, répondre, c'est exactement ce qui maintient la situation en vie. Le silence, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas une absence de réponse. C'est une forme de maîtrise, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Quand vous choisissez de ne pas réagir, vous ne vous effacez pas, vous ne reculez pas. Vous refusez simplement d'entrer dans un état qui ne représente pas la personne que vous voulez être. Il y a de la force dans le fait de ne pas céder à l'impulsion immédiate. Il y a de la maturité dans le fait de ne pas transformer chaque provocation en confrontation. Et surtout, il y a du respect de soi dans le fait de ne pas avoir besoin de se justifier à chaque attaque. Imaginez une situation simple. Quelqu'un essaie de vous humilier en public. Vous pouvez réagir, entrer dans le conflit et perdre votre énergie. Ou vous pouvez choisir le silence. Quand vous entrez dans le conflit, la conversation cesse d'être à propos de ce qui a été dit et devient une question de savoir qui réagit le mieux à la provocation. Et là, personne ne gagne. Maintenant, quand vous choisissez de ne pas réagir à ce moment-là, la dynamique perd de sa force, non pas parce que l'autre s'est arrêté, mais parce que vous n'avez pas alimenté la situation. Une provocation s'affaiblit lorsqu'elle ne trouve pas de continuité. Tout manque de respect n'exige pas une réponse immédiate. Certains ont simplement besoin de ne pas être entretenus. Le silence ne résout pas tout, mais il évite que vous transformiez un mauvais moment en quelque chose de plus grand que ce qu'il devait être. Et surtout, il protège votre énergie. Combien de fois êtes-vous déjà sorti d'une discussion en pensant « Je n'avais même pas besoin d'entrer là-dedans ». Ce n'est pas ce qui a été dit qui vous a le plus épuisé. C'est à quel point vous vous êtes impliqué ensuite. Le silence intervient exactement à cet endroit-là. Non pas comme une fuite, mais comme un contrôle sur le moment où vous décidez d'agir. S'il est nécessaire de répondre, vous répondrez plus tard. Avec plus de clarté, moins d'impulsion, plus de maîtrise.
Mais répondre immédiatement, simplement parce que l'autre vous a entraîné dans son rythme, vous place dans une dynamique qui n'est pas la vôtre. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, avant de répondre, demandez-vous, est-ce que cela a vraiment besoin d'une réponse maintenant, ou est-ce que cela semble seulement urgent parce que ça m'a touché? Toute urgence émotionnelle n'exige pas une action immédiate. Le silence ne consiste pas à tout laisser passer, il consiste à choisir quand cela vaut la peine de parler. Et quand vous comprenez cela, vous ne répondez pas moins, vous répondez mieux. Comme les stoïciens l'enseignaient, parlez seulement si vos paroles peuvent améliorer la situation. Cela ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, mais choisir le bon moment pour l'exprimer. Des paroles sans direction ne font qu'amplifier le bruit. Combien de fois avez-vous déjà regretté quelque chose dit sous l'impulsion du moment? Le silence évite ce type d'usure, parce qu'il crée un espace avant la réaction. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, demandez-vous, ma réponse va-t-elle améliorer les choses ou simplement rendre l'atmosphère plus lourde? En choisissant le silence, vous protégez votre paix et gardez le contrôle sur vous-même. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de gagner la discussion. Il s'agit de ne pas se perdre à l'intérieur d'elle. 8e leçon. Transformez votre colère en gratitude. Vous avez déjà eu une journée où rien ne semblait avancer? Tout part dans tous les sens, tout échappe à votre contrôle, et la colère arrive vite. Et avec elle, cette sensation que tout est plus difficile que ça ne devrait l'être. Maintenant, et si au lieu de continuer à nourrir cet état, vous changiez la direction de votre attention? Pas pour faire semblant que tout va bien, mais pour arrêter d'amplifier quelque chose qui est déjà en train de vous épuiser. La gratitude entre exactement à ce moment-là. Elle a le pouvoir d'adoucir la colère et de transformer même les moments les plus difficiles en opportunités pour retrouver le calme. Et il y a une vérité simple là-dedans. Nous ne pouvons pas ressentir de la colère et de la gratitude en même temps. Quand vous vous connectez à ce qu'il y a de positif, la colère perd de sa force. Elle ne disparaît pas par magie, mais parce que vous arrêtez de lui laisser tout l'espace. Tout ce sur quoi vous vous concentrez grandit. De la même manière que de petits gestes alimentent votre colère, de petits remerciements changent votre énergie. Cicéron disait que la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Et cela a du sens, parce que lorsque vous ajustez votre regard, vous ajustez aussi votre réaction. Il ne s'agit pas de nier ce qui va mal. Il s'agit de ne pas laisser cela occuper tout votre champ de vision. Pensez à un moment simple. Quelque chose tourne mal dans votre journée. Vous pouvez continuer à repasser cette scène dans votre tête, la répéter mentalement, nourrir l'agacement. Ou vous pouvez interrompre ce schéma avant qu'il ne se propage. Quand vous pratiquez la gratitude, elle ne fait pas seulement disparaître la colère, elle renforce aussi votre patience, votre résilience et votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un outil toujours à votre portée, simple et puissant. La clé, c'est d'en faire une habitude. Quand la colère arrive, prenez un instant pour respirer et demandez-vous avec honnêteté, malgré tout ça, qu'est-ce qui tient encore debout? Cela peut sembler insignifiant, mais c'est exactement ce genre d'ajustement qui empêche toute votre énergie de se concentrer au même endroit. Parce que la colère concentre, la gratitude répartit, et cela change votre manière de traverser la journée. Si quelqu'un vous critique, par exemple, la réaction immédiate peut être la défense ou l'irritation. Mais après le premier choc, un choix apparaît. Est-ce que vous allez porter cela toute la journée ou décider de la place que cela mérite réellement dans votre esprit? Cela ne veut pas dire accepter le manque de respect. Cela veut dire ne pas transformer un mauvais moment en état permanent. Et dans la pratique, cela demande de l'entraînement. Au milieu de l'inconfort, vous devez vous demander « Est-ce que je veux continuer dans cet état ou est-ce que je veux en sortir ?» La gratitude est une porte de sortie, pas parfaite, pas automatique, mais disponible. Et avec le temps, cela change votre référence intérieure. Vous arrêtez de réagir contre le monde et vous commencez à choisir où vous placez votre énergie. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qui arrive qui définit votre état, c'est le temps pendant lequel vous continuez à le porter ensuite. Essayez, à la fin de chaque journée, d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de très simple, mais cela aide à déplacer votre attention vers ce qu'il y a de bon, même les jours où le soleil ne se montre pas. La gratitude est une invitation à déplacer votre regard de ce qui manque vers ce que nous avons déjà. Il ne s'agit pas d'ignorer la colère ou la frustration, mais de décider consciemment de regarder ce qui vous élève et non ce qui vous détruit. 9e leçon. Le polissage brutal. Vous avez déjà reçu une critique qui vous a complètement bloqué sur le moment? Pas quelque chose de léger, mais quelque chose de direct qui pointe exactement là où vous avez échoué. Et pendant quelques secondes, tout ce que vous avez réussi à penser, c'était vous défendre. Il est naturel qu'une critique provoque de l'inconfort. Elle touche quelque chose que vous êtes encore en train de construire. Mais il existe un point qui change tout. La critique ne fait pas mal seulement à cause de ce qu'elle dit. Elle fait mal parce qu'elle révèle quelque chose que vous n'avez pas encore totalement réglé en vous. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut devenir un outil puissant. Au lieu de la traiter comme une attaque, vous pouvez la traiter comme une matière première. Pas pour tout accepter, mais pour extraire ce qui vous renforce.
Imaginez que vous préparez une présentation importante. Vous vous investissez, vous organisez tout, puis quelqu'un souligne des défauts évidents. Manque de clarté, arguments faibles, structure confuse. La réaction immédiate, c'est de se fermer. Mais si vous supportez quelques secondes d'inconfort et que vous vous demandez « qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?» alors vous changez de position. La critique cesse d'être un affrontement et devient un travail de polissage. Parce que personne n'évolue uniquement grâce aux compliments. Les compliments maintiennent, une critique bien utilisée transforme. La critique fonctionne comme un miroir, mais pas un miroir confortable, c'est celui qui montre ce que vous évitez encore de regarder. Bien sûr, toutes les critiques n'ont pas de valeur. Certaines viennent de la frustration, de la projection, ou même de l'insécurité de celui qui parle. C'est pourquoi le but de cette leçon n'est pas de tout accepter, c'est de savoir séparer ce qui a du poids de ce qui n'est que du bruit. Voyez les choses ainsi. Quand quelqu'un dit quelque chose sur vous, il y a deux couches. Le contenu et l'intention. L'intention n'est pas toujours bonne, mais parfois le contenu reste utile. Et c'est là que se trouve le vrai gain. Maintenant, imaginez une situation plus proche de vous. Quelqu'un de votre famille critique vos choix de vie, le ton peut être lourd, chargé de jugement. La réaction automatique serait de se fermer ou de réagir. Mais il existe une autre possibilité. Vous pouvez rejeter la manière tout en évaluant le contenu. Vous écoutez, vous filtrez et vous décidez. Sans transformer cela en confrontation, mais sans non plus l'ignorer automatiquement. Comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et être maître de soi-même inclut cela. Ne pas réagir à la critique, mais décider quoi en faire. Quand vous entendez quelque chose qui vous dérange, au lieu de répondre immédiatement, retenez-vous quelques secondes de plus. Ce petit espace vous fait sortir de la défense pour entrer dans l'analyse. Après cela, la question devient directe. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je peux utiliser? Si oui, vous vous améliorez. Sinon, vous continuez votre route, sans porter cela plus longtemps que nécessaire. En gardant votre calme et votre contrôle, vous transformez la critique en impulsion vers l'évolution, au lieu d'en faire une barrière pour votre paix intérieure. Parce que le problème n'est pas la critique. Le problème, c'est de tout rejeter ou de tout absorber sans filtre. Le polissage brutal, c'est ça, ce n'est pas confortable, ce n'est pas léger. Mais c'est ce qui vous rapproche de la personne que vous pouvez réellement devenir, une version plus forte et plus équilibrée de vous-même. La croissance n'arrive pas là où vous êtes déjà bon, elle arrive exactement là où vous résistez encore à regarder. La critique, lorsqu'elle est accueillie avec sérénité, est une opportunité, acceptez-la avec humilité, parce qu'embrasser ce processus est le chemin pour développer votre résilience et une connexion plus profonde avec vous-même. 10. La technique du lâcher-prise. Imagine que tu tiens une braise brûlante dans la main, prêt à la lancer sur quelqu'un qui t'a blessé. Mais pendant que tu attends le bon moment, la braise te brûle la main. La colère et le ressentiment fonctionnent exactement comme ça. Tu te fais plus de mal en les gardant qu'à la personne qui a causé ta douleur. Et plus tu les gardes longtemps, plus cette douleur s'enracine profondément en toi. La vraie force ne consiste pas à maintenir cet état. Elle consiste à comprendre que continuer à porter ça ne te protège pas. Ça t'emprisonne seulement. Lâcher prise, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est arrêter de garder vivant quelque chose qui appartient déjà au passé, mais qui occupe encore de la place à l'intérieur de toi. C'est enlever le poids émotionnel qui te maintient attaché au passé et créer de l'espace pour vivre pleinement le présent. Pense à quelque chose qui t'a blessé. Depuis combien de temps tu reviens dessus? À recréer la scène, imaginer des réponses, revivre ce moment. Lâcher prise interrompt ça, non pas parce que ça efface ce qui s'est passé, mais parce que ça met fin au temps que tu continues à vivre dans cette douleur. Garder la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Maintenant, imagine une situation concrète. Quelqu'un au travail reprend une de tes idées sans jamais te donner le mérite. Tu peux passer des jours prisonnier de ça, ou tu peux décider que cette situation ne prendra pas plus de place qu'elle n'en a déjà pris. Non pas parce que tu acceptes cette attitude, mais parce que tu refuses qu'elle continue à te consumer. Ta valeur ne diminue pas à cause de ça. Mais ton énergie, elle, diminue quand tu continues à porter ce poids. En libérant cette blessure, tu protèges ta paix intérieure et tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Ta croissance, tes opportunités. Comme le disait Lao Tse, quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je peux être. Lâcher prise, c'est aussi ça. Laisser derrière soi le besoin de tout contrôler, d'exiger que tout arrive exactement comme on l'avait imaginé, de nourrir des pensées qui ne font que t'épuiser. C'est bien plus que libérer la colère ou le ressentiment. C'est laisser derrière soi le perfectionnisme, la peur de l'échec, le besoin de contrôler tout ce qui nous entoure. C'est accepter la vie avec ses incertitudes et découvrir la liberté dans l'acceptation. Ce n'est pas perdre, c'est arrêter d'insister là où il n'y a plus rien à récupérer. Il y a une chose importante ici. Le lâcher-prise ne se fait pas d'un seul coup. Il commence quand tu reconnais ce que tu ressens, sans faire semblant que ça n'existe pas. Ensuite, quand tu arrêtes d'alimenter ça avec de nouvelles pensées, et surtout,
quand tu décides de ramener ton attention vers le présent. Parce que le passé ne continue à peser que tant que tu continues à le porter. Lâcher prise est un choix qui vient de toi, pas de l'autre. Quand tu changes de perspective, tu sens le poids émotionnel disparaître. Imagine ça comme si tu relâchais un ballon. Plus tu le retiens, plus il résiste. Mais au moment où tu le lâches, il s'élève. Et toi, tu te sens plus léger. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas troubler par ce qui échappe à ton contrôle ». Et au fond, c'est cette question qui change tout. Est-ce que ça vaut vraiment le prix de ta paix intérieure? Parce qu'à chaque fois que tu t'accroches à quelque chose comme ça, tu paies avec ton temps, ton énergie et ta clarté d'esprit.